Bonjour tout le monde. Alors cet entretien va commencer d'ici quelques minutes. Je sais que par rapport à l'annonce qui avait été faite, j'ai 1 ou 2 minutes d'avance. Voilà, ça va laisser le temps aux gens d'arriver et notamment notre invité. Donc voilà, on laisse quelques minutes pour que les gens s'installent. Je vous conseille de prendre une petite boisson, quelque chose à boire, quelque chose à manger. Et notre entretien va durer un petit peu de temps, 1 heure et demie environ, maximum, parce que je sais que tout un chacun a pas mal de choses à faire en ce samedi soir. Voilà, donc en tout cas en ce qui me concerne, je suis ravie de vous accueillir. Il est 14h15 sur ma terrasse, en Guadeloupe. Je vais être fraîche et dispose comme ça pour pouvoir mener à bien cet entretien. Donc ce que je vous propose, sans plus attendre, ça va être d'accueillir le porte-parole de 4ème Œil Corporation. On va lui demander d'ailleurs si ça se prononce à l'américaine ou en français. C'est une question cruciale, n'est-ce pas? Voilà, juste avant donc de l'accueillir, je vous rappelle que cet épisode sera disponible sur ma plateforme, sur mon feed Instagram à volonté, en replay. Et que voilà, pour ceux qui le souhaitent, je pense qu'elle va aussi être diffusée sur d'autres médias sociaux, donc vous serez prévenus en temps et en heure. Voilà, donc sans plus attendre, eh bien, je vous propose que l'on retrouve en ligne tout de suite Valak de 4ème Œil. Bonjour. Salut. Salut. Comment ça va? Ça va. Ça va, on fait aller. Il y a le son, il y a l'image, ça va. On part Voilà, sur de bonnes bases. c'était la première question que je voulais te poser. Est-ce qu'au niveau de la vidéo, c'est bon de ton Ouais, c'est côté? bon, j'ai le son, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'image. Ça va, Ok. on est sur des bonnes bases. Bon, et ben écoute, n'hésite pas à me dire si tu m'entends mal ou si je me mets subitement à me pixeliser, parce Ok. qu'ici la connexion est un petit peu tangente, donc n'hésite pas à me le dire. Ok. Bien. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc, écoute, je suis ravie de t'accueillir au nom de 4ème Œil Corporation. C'est bien comme ça qu'on Ouais, dit? même en français, ça le fait bien. Corporation, très bien. Ouais, voilà. Alors, bon, la petite difficulté, ça va être de s'adresser autant aux néophytes qu'aux gens déjà bien calés sur la fameuse affaire Bourgoin. Ce qui veut Ouais. dire que si vous avez, là je parle plutôt aux internautes, si vous avez des questions pour qu'on reprenne un peu les bases, vous n'hésitez pas. Des questions aussi d'approfondissement, on est très ouvert là-dessus, je pense. Et puis voilà, si vous voulez plutôt poser vos questions en privé, vous avez un petit item qui vous permet de le faire. En tout cas, moi, je note tout de mon côté. Donc, si on répond pas tout de suite, pas de problème, on va quand même avoir vos questions sous la main. J'ai également prévu un petit réveil D'accord. pour être sûr de tenir le timing, hein, parce que ceux qui suivent déjà les lives savent que parfois il nous arrive de déborder sans s'en rendre compte. Bon, bah, j'ai tout dit. Donc, je propose qu'on commence. Qui es-tu? Ah, c'est-à-dire, qui je suis? Bah, je suis quelqu'un de normal, qui a un travail normal, une vie normale, et qui a des loisirs normaux, on va dire. Alors, Pas- Vas-y, vas-y. comment doit-on t'appeler? Bah, par mon pseudo, Valak, celui qui fait peur. Ok, Ah, bonne mais non. référence. Ouais, mais non, en fait, c'est juste les pseudos ont été pris à la base comme ça, dans la précipitation. On voulait pas donner nos vrais noms, donc voilà, on s'est tous trouvé des pseudos les uns aux autres. Et voilà, j'ai hérité de Valak. Donc, Très bien. Alors donc, si je comprends bien, entre l'aspect physique là que tu nous montres et le pseudonyme, il y a vraiment la volonté donc d'être anonyme. bah, en fait, le truc d'être anonyme, c'est bah, les gens nous l'ont reproché en fait, mais en me disant oui, voilà, vous êtes anonyme, vous n'avez pas de courage et tout. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que tout ce qu'on voulait, nous, c'est que ça soit notre boulot qui soit, enfin, notre boulot, notre enquête en fait, qui soit mise en avant et pas les gens derrière en fait. Bon, après, on a été obligé. Il y en a deux qui sont sortis de l'anonymat, donc Sven et Julie. En gros, c'était plus pour dire, bah, regardez, en fait, on se montre.
voilà, c'est pas parce qu'on a peur, c'est que voilà, on se montre, là, on est tout ce qu'il y a de plus normal, mais en fait, on a la mentalité de dire, bah ouais, c'est le boulot, enfin, l'enquête d'abord, et les gens qui sont derrière, limite, voilà, on s'en fout, quoi. On s'en fout, c'est le boulot d'abord, et pas nous, quoi. Alors c'est plutôt intéressant parce que justement dans la polémique qu'on va aborder lors de ce live, une des choses qui a pu être reprochée à Stéphane Bourgoin, c'est justement de s'être lui mis en avant de façon peut-être un peu obsessionnelle, en tout cas exacerbée, lui plutôt que les faits ou les affaires dont il a traité. Bon, alors je vous propose de vous présenter très rapidement la personne dont on va parler. Une personne que la plupart d'entre nous connaissons bien, et notamment pour certains depuis l'adolescence, vu qu'il a bercé, peut-être pas nos rêves, mais en tout cas, il a bercé notre jeunesse à travers une quarantaine d'ouvrages. Alors Stéphane Bourgoin, qui est considéré comme un écrivain français, est également considéré, peut-être un peu moins maintenant, comme le spécialiste français des tueurs en série. Il faut dire qu'avant ses premiers ouvrages, donc il en a une quarantaine sur le sujet, avant ses premiers ouvrages, la thématique des tueurs en série n'était jamais, il me semble, j'ai fait quelques recherches, jamais évoquée en France de quelque manière que ce soit. Donc on peut considérer que ça a été un créneau porteur. En tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté ces livres et ça a fait écho voilà, également dans l'imaginaire collectif. Je fais évidemment partie de ces gens-là. Donc j'ai acheté très rapidement les livres de Stéphane Bourgoin et comme beaucoup d'autres personnes, quelle ne fut pas ma surprise en début 2020 de découvrir que cet auteur, que pour ma part j'admirais beaucoup, eh bien avait menti au sens large du terme. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Comme on l'a dit plusieurs fois quand les gens nous posaient des questions, pourquoi les mensonges n'ont pas été mis en avant plus tôt. À chaque fois, on a la même réponse. Voilà, il y a 30 ou 40 ans, comme tu dis, c'était le premier à faire ça. Il n'y avait pas le net, il n'y avait pas tout ce système d'infos qu'on peut avoir maintenant. Donc voilà, les gens ne pensaient pas forcément à vérifier. Et puis, de toute façon, si tu es normalement constitué, si on prend le mensonge de base de Stéphane Bourgoin, à savoir sa femme assassinée, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est en face de toi qui te dit j'ai eu ma femme assassinée, je pense pas que tu vas lui dire vas-y montre-moi les preuves. Donc à partir de là, c'est vraiment ce truc-là qui fait que les gens l'ont cru et qu'il a articulé toute son histoire autour de ça et tous ces mensonges. Donc voilà, on va dire c'est vraiment la pierre angulaire de ces mensonges en fait. Donc, alors, tu es en train de nous dire que cette affaire illustrerait parfaitement l'adage qui dit plus c'est gros, plus ça passe. En gros, c'est ce qu'il a fait pendant 40 ans. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc voilà. Après, moi j'ai tendance à dire que voilà, il a quand même fait. On peut pas tout jeter. Il a quand même fait des interviews qui sont visibles. Et effectivement, c'était le premier à faire ça. Son livre, le livre noir des tueurs en série, ça reste un livre de référence qui est de qualité. Non, voilà, moi j'ai tendance à penser qu'il a été pris dans l'euphorie. Voilà, ça a été le premier, donc voilà, on en rajoute. Il n'a peut-être pas anticipé l'arrivée du net. Je sais pas, ce qui a pu lui arriver pour qu'il commence à mentir comme ça, quoi. J'en sais rien. Ok. Alors du coup, est-ce que tu pourrais eh bien nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé de votre côté, comment vous en êtes arrivé à monter ce collectif, si je peux l'appeler comme ça, parce que nous en fait on a assisté à la découverte du poteau rose assez brutalement, je dois dire. Je crois que c'était juste avant le confinement. Mais je suppose que bon, en amont évidemment c'est parti de beaucoup plus loin. En fait, on a commencé à partir de tête, je dirais mai-juin 2019.
Ok. On s'est retrouvé sur un groupe qui parlait de faits divers, de tueurs en série. Il y a eu un article qui a été posté sur Stéphane Bourgoin. Donc, moi, de mon côté, à savoir que je connaissais pas les 7 autres membres qu'on était à l'époque. On se connaissait pas. On n'avait jamais eu de contact ensemble. En fait, moi, de mon côté, je me disais, ouais, bon, Stéphane Bourgoin, je pense il y a beaucoup il y a un peu à prendre et beaucoup à laisser. Mais bon, je me disais, ouais, je dois être un hérétique à penser ça tout seul. Donc, j'ai laissé couler et je me suis aperçu que il y avait beaucoup de gens qui commentaient en disant qu'effectivement, il y avait des trucs qui étaient bizarres. Donc, il y a un groupe Messenger qui a été créé par le gars qui tenait la page de ce fameux groupe. On s'est retrouvé à 30 ou 40. Bon, ça partait dans tous les sens et c'était plutôt du blabla et il n'y avait pas grand-chose qui avançait. Donc on s'est retrouvé à l'époque à 8 à vouloir aller un peu plus loin sans penser que ça allait arriver jusque-là. Donc on est parti de ce groupe-là, de ce groupe, et on a reformé un groupe comme ça qui avait pas de nom au début. Ok. Et après, quand on a commencé à chercher, à trouver de plus en plus d'incohérences, on s'est dit ouais, on va peut-être trouver un nom. Donc voilà, on est parti sur Quatrième œil c'était une sorte de nom ironique par rapport à la librairie où il travaillait qui s'appelait le Troisième œil. Et corporation, bah, parce que ça sonnait bien, c'est tout. En fait, il y a juste Quatrième œil qui a vraiment un sens. Corporation, c'est juste pour, oui, on était plusieurs, donc une petite corporation, et voilà, Quatrième œil, ça faisait trop court en fait. Donc voilà. Alors, du coup, je suppose que si vous vous êtes retrouvé sur un groupe autour de la thématique Stéphane Bourgoin, c'est qu'à la base, vous étiez tous intéressés par les phénomènes qu'il décrivait, voire vous étiez tous plutôt fans. Non, c'est que en fait, on s'est retrouvé. Alors le groupe, c'était, ouais, comme je t'ai dit, c'était un truc de faits divers, de tueurs en série. Mais les 8 qu'on était, de par notre vécu, on a tous été plus ou moins en contact avec des faits violents, quoi. Dans ma famille, il est arrivé des trucs bizarres, et en fait, dans les autres aussi, pareil. On a tous eu un rapport à un moment donné de notre vie avec un événement violent. Donc, la majorité les 7 qu'on est actuellement, c'est pas qu'on est fasciné par les faits divers, les tueurs en Mm. série ou quoi. C'est surtout qu'on essaye de comprendre comment le cerveau humain peut arriver Mm. à faire des trucs comme ça. Et forcément, on avait tous lu du Bourgoin. Donc, y a pas à se leurrer. C'était le seul qu'il y avait à l'époque. Moi, perso, j'ai commencé à lire du Bourgoin quand ma mère, j'avais 12-13 ans, elle m'achetait des bouquins de Stéphane Bourgoin. Donc voilà, c'était vraiment le seul à l'époque. Maintenant voilà, Bourgoin, c'est plus le seul, heureusement. Mais voilà. Donc, voilà. Quand tu dis que tu as été exposé à des formes de violence de ce type, j'ai qu'une peur, c'est que tu me parles de ta petite amie Eileen. Ah, d'accord, oui, celle qui n'a jamais existé. Oui, Voilà, donc, mais ça, c'est le. Non, c'est pas un rapport avec une copine ou un truc comme ça. non, non, bien sûr. Je veux pas. Bon, c'est un peu de l'humour noir. Ok. Alors, du coup, vous montez ce collectif, ça devient un petit peu sérieux. Sauf qu'à partir Ouais. de là, en ce qui me concerne, je fais partie du commun des mortels. Bon, je peux avoir ce type d'intuition, mais ça ira pas plus loin. Donc, Voilà. concrètement, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Bah, alors, on a la chance dans le groupe, je parle les 8, hein, les 8 du début, parce que maintenant il y a une des membres qui est partie, mais les 8 du début, on a de la chance d'avoir monté ce groupe et sans vraiment chercher. Dans Quatrième œil, il y a des gens, c'est des bibliothèques humaines en fait. Voilà, ils ont lu 10 000 tonnes de bouquins. Un détail qui va pas, il y en a certains qui arrivent à ressortir dans tel bouquin, il y a tel truc, ça va pas. Donc au début, on était vraiment parti sur les livres en fait, vraiment sur les livres, les incohérences qu'il pouvait y avoir sur les dates, mais les dates, je veux dire n'importe qui peut se tromper, tu peux faire des erreurs de 1 an ou 2 ans, ça veut pas dire pour autant que
Mais voilà, donc au début c'était les dates. Donc on s'est dit bon, voilà, des dates, il y a des incohérences, mais il y a rien de, il y a Oui, c'est rien de pas forcément particulier. délibéré. C'est pas forcément Non, 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 délibéré. non, non. Non, en fait, au début, on a essayé de prendre ça pour une sorte de jeu, en fait. En se disant, bon, ben, on va essayer de trouver des trucs. Donc, au début, c'était les dates, mais comme je te dis, les dates, n'importe qui peut se tromper. Même moi, il y a 3 ans, je me souviens plus ce que j'avais fait, quoi. Donc ça. Et après, on a essayé d'orienter sur d'autres choses. Donc là, on a commencé à chercher sur le pseudo meurtrier de sa copine de l'époque. Et voilà, on a commencé vraiment à resserrer la chose. Bon, on s'est aperçu que c'était pas possible. Mm. On a essayé de trouver des sites qui pouvaient recenser tous les meurtres. On a écrit Mm. à la police, soi-disant, la police Mm. américaine, qui soi-disant lui avait laissé accès à ses dossiers Mm. pour le meurtre de sa copine. Et après, au fur et à mesure, on s'est dit bon, on a commencé à écrire à l'étranger. Donc, on va essayer de contacter des gens qui pourraient nous Mm. apporter, qui pourraient nous donner des infos. Donc, on a commencé à essayer de contacter des agents du FBI. Donc, on en a eu un qui nous a répondu. Après, on a jeté une bouteille à l'eau avec John Douglas qui nous a répondu. Incroyable. Ouais, une amie qui nous suivait, mais qui fait pas partie du groupe, qui nous suivait, un jour, elle m'envoie un message privé en me disant tiens, je pense que ça pourrait peut-être vous aider. Donc elle nous donne l'adresse de Mitty Pistorius. Donc on s'est dit bon, Ça, c'est allons-y. de l'or en barre. Hein. Voilà, et écrivons, on verra bien. Et voilà, donc on a écrit, elle nous a répondu, et là, ouais, on est tout le temps en contact, même si maintenant l'affaire, entre guillemets, c'est plus ou moins tassé, mais bon, on continue à travailler sur des trucs derrière. Voilà, on continue à échanger des mails au moins une fois par semaine. Voilà, et c'est Oui. là où c'est que c'est bizarre. C'est que on était, Nicky Pistorius par exemple, c'est quelqu'un voilà qui est connu dans le domaine, qui a écrit des livres et tout. Et nous, on sort de nulle part. Et on se retrouve avec une personne qui nous envoie des mails. Ah ben, j'espère que vous allez bien. Un de ces quatre, il va falloir qu'on se voit. Et ça fait bizarre. Mais bon, voilà, ça. Un peu comme moi avec Quatrième Œil Corporation. Ouais, ça va, on n'a pas le même, on n'a pas le même impact, quoi. Alors, je vais revenir un petit peu sur des choses que tu as dites parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui voient parfaitement ce dont il s'agit, mais bon, pour les néophytes, alors tu nous as parlé donc de cette fameuse petite amie qui parfois est carrément l'épouse de Stéphane Bourgoin, donc une fameuse Aileen, dont Oui, on a tous entendu parler parce que l'histoire est particulièrement choquante. oui, Et si tu nous en parles, c'est, je pense, parce que justement, c'est pas anecdotique, c'est pas un simple élément biographique que Bourgoin a pu donner, bon, comme ça, de façon un petit peu, je dirais pas aléatoire, mais de façon, oui, anecdotique. C'est bien plutôt un élément qui est systématiquement mis en avant, que ce soit dans ses ouvrages ou dans ses conférences. C'est une histoire qu'il raconte systématiquement. Donc vous êtes parti de là. oui. Euh, donc concrètement, comment vous y êtes pris pour démonter cette histoire d'épouse, donc parfois torturée, parfois uniquement assassinée, découpée, égorgée, Oui. hein, ça a bien Ouais, varié. tout, Elle quoi. a tout eu, tout. Ouais, elle a tout eu. Non, en fait, ça a été simple. On a cherché sur le net par rapport à l'endroit où soi-disant ça s'était passé. On a d'abord essayé de regrouper tous les meurtres qu'il y avait pu avoir dans l'état où soi-disant sa copine se trouvait. À partir de là, on est allé sur un site qui regroupait toute la liste des prisonniers condamnés à mort de cet État. Il disait que c'était un tueur en série, donc on a éliminé, façon de dire, hein, on a éliminé les, les, Les les, tueurs de les, masse, les tueurs, ouais, voilà, ceux qui n'avaient pas plus de 3 victimes. Donc ça rentrait pas dans le cadre des tueurs en série. Donc ça, Donc, en fait, vous avez utilisé les connaissances que vous avez pu acquérir grâce à Stéphane voilà, c'est ça. Bourgoin. C'est ça. C'est C'est ça. intéressant. Mmh.
Non, mais en fait, faut savoir, après je reviens sur le sujet, faut savoir que même pour l'exposition médiatique qu'on a eue, faut remercier Stéphane Bourgoin. D'ailleurs, Stéphane, si vous nous regardez, merci. Ça, c'est fait. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que on a vraiment après filtré et on s'est retrouvé avec peut-être quoi, allez, une trentaine de tueurs en série qui pouvaient correspondre par rapport à leur nombre de victimes, et etc., voilà, ce qui pouvait correspondre. On a affûté pour savoir si dans ces 30 tueurs en série, ou 30 ou 40, il y en avait plusieurs qui avaient pu se retrouver dans la ville où, soi-disant, le meurtre avait eu lieu. Donc, on n'en a trouvé aucun. Donc, on s'est dit, ouais, bon, alors peut-être on est peut-être passé à côté de quelque chose. Donc après, comme on dit, hein, Google est ton ami. Meurtre, on a cherché meurtre, ville, la date, etc. Et dans cette ville, à l'époque donnée par Stéphane Bourgoin, il n'y a pas eu de meurtres qui ont été commis par un tueur en série. Donc à partir de là, on s'est dit non, mais en fait, c'est non. Ce truc n'a jamais existé. Et pour ça, en plus, parce qu'il faut rendre quand même à César ce qui est à César, on s'est aussi appuyé sur le blog Termites en colère. Je sais pas si tu connais. Je Non. ne sais pas. Non. En fait, ça a été le blog Termites en colère depuis 2014. C'est un blog qui a mis en doute l'existence de la fameuse Aileen. Ok, Donc depuis. alors j'ai dû, Vas-y. à mon avis, c'est sur ce blog que je suis tombée il y a quelques années. J'étais déjà en Guadeloupe, donc je dirais il y a peut-être 4 5 ans. Je me souviens même où j'étais, hein, dans ma maison, tellement ça m'avait frappée. Alors qui disait, alors c'était plus ou moins humoristique, hein, les gens riaient nerveusement, qui disait mais si ça se trouve, imaginons si ça se trouve, cette femme dont qu'on n'arrive pas à retrouver ce dont il s'agit, enfin, de qui il s'agit, ça se trouve, elle n'a jamais existé. Et même ça allait loin, hein, sous forme vraiment humoristique. Hein, c'était pas à prendre au pied de la lettre. Mais si ça se trouve, c'est lui-même, c'est un tueur en série. Enfin, voilà. Et ça m'avait marqué parce que finalement, c'était la première fois, et tu as tout à fait raison quand tu dis que quelque part, plus c'est gros, plus ça passe. C'était finalement la première fois que je pouvais au moins réfléchir à la possibilité de mettre en doute les propos de quelqu'un que j'admirais Parce que autant. le blog Termites en colère, voilà, la personne qui a fait ça, qui est responsable du blog, à savoir qu'elle en a pris plein la gueule pendant des années, quoi. Pendant des années, il en a pris plein la gueule. Il a essayé de démontrer avec des arguments qui tenaient la route, peut-être un peu moins poussés que les nôtres, parce que je pense que il n'avait pas que ça à faire. Donc nous, on a eu de la chance que ça tombe pendant le confinement, donc ça nous a laissé, on était tous en télétravail ou en truc comme ça, donc ça nous a permis de chercher plus en détail. La personne de Termites en colère, elle avait peut-être moins le temps, mais effectivement, on s'est appuyé sur pas mal Mm. de ces trouvailles pour rebondir dessus. Donc, comme une fois, on lui avait dit, parce que la personne est venue nous parler en privé, s'il n'y avait pas eu Termites en colère, je pense que nous, on serait pas là. Comme on a dit une fois, ouais, Termites en colère, c'est le papa de quatrième œil. Mm. Voilà. Donc, Mais d'ailleurs, tu vois, si j'étais tombée sur ce site, c'est probablement que j'avais fait une recherche dans ce sens-là, donc peut-être qu'inconsciemment j'avais des doutes. Mais surtout, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est que, eh ben, en cherchant à creuser, en fait, je trouvais absolument aucun élément sur Internet qui pouvait aller dans ce sens. voilà. Non, non, mais Et ça, c'est c'est toujours normal. dangereux. Quand on Bah est oui. face à, j'en parle au niveau du tabac dans un autre dans un autre live. C'est toujours intéressant quand on est face à ça parce que finalement, bah, son petit niveau, on peut rien faire. Donc, bah, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le temps ou on le prend pas. Bon, bah, on croit. On est bien obligé de faire confiance à un moment ou à un autre. On peut pas tout vérifier en permanence, quoi. Non, c'est clair. Surtout qu'en plus, voilà, comme je te dis, il n'y avait pas de net à l'époque, donc voilà, tu vas pas t'amuser à vérifier quelque chose comme ça. On te le dit, Mm, bah, mm, tu le mm. prends pour argent comptant et voilà. Donc, voilà. Alors, avant de passer à la suite de votre enquête, tu as évoqué deux personnes, John Douglas et Nicky Pistorius. Alors, je pense qu'avec une certaine série Netflix, tout le monde a une petite idée de qui il s'agit quand on parle de John Douglas, mais tu peux peut-être nous dire deux mots? Bah, en gros, c'est celui qui a inspiré la série Mindhunter. Voilà, c'est celui qui a mis au point les techniques de profilage, qui a rencontré bah, les tueurs en série dans les années 70, 60-70, et voilà, qui a mis tout au point
tout ce que les profilers utilisent maintenant, en gros, c'est lui qui a mis ça au point. Donc, voilà, c'est pas un profiler comme Stéphane Bourdon, quoi. C'est un vrai. C'est pas un gars qui a lu des bouquins. Voilà. Donc c'est également le cas de Nikki Pistorius, mais je crois qu'elle est sud-africaine, hein, c'est ça? Nikki Pistorius, ouais, elle est sud-africaine et elle est reconnue comme étant une des meilleures profileuses au monde, si ce n'est la meilleure profileuse. Donc là, ça fait un petit moment qu'elle a pris sa retraite. Sa retraite qu'elle s'est retirée du monde du profilage, mais elle donne toujours des conférences un peu partout dans le monde. Elle forme des hauts gradés de la police sud-africaine. Voilà. En plus, c'est quelqu'un qui, malgré sa renommée internationale, reste quelqu'un qui est simple et qui est abordable et honnêtement qui est adorable, quoi, qui est super gentil. Et voilà. Autant John Douglas, voilà, c'est l'américain, c'est le gars qui fait qui sort du FBI, donc gentil aussi, hein, sympa, mais bon, voilà, voilà, c'est pas la même relation, quoi. Donc on va dire Mickey Pistorius, c'est un peu la maman qui nous regarde, qui est gentille avec nous, et voilà, quoi. On apprécie, franchement, on apprécie, quoi. Ok, la simplicité peut aller de pair Voilà. avec le talent et les compétences. Bon, Voilà, c'est ça. rassurant sur la nature humaine. Ouais. Alors, du coup, tu nous en as parlé parce que je pense que ce sont des protagonistes de l'affaire qui sont arrivés donc après l'investigation autour des lignes. Non. En fait, Nikki Pistorius est arrivé, en gros, le premier mail qu'on lui a envoyé, ça datait de octobre ou novembre 2019. Ça faisait déjà un moment qu'elle nous suivait, qu'on échangeait, et voilà, quoi. Et John Douglas aussi, ça devait être... Non, John Douglas, c'était un peu plus tard, parce que lui, il a commencé à nous répondre quand on a commencé à poster nos premières vidéos, qui étaient faites à l'arrache d'ailleurs, mais bon, on a fait avec les moyens du bord. Et voilà. Ben, de toute façon, dans les vidéos, on sent que ce qui compte, c'est l'information et il n'y a pas de fioriture. Non, après, sur le fond, les vidéos étaient bien. La personne qui les faisait avec les moyens du bord. On n'est pas des pros du montage. À l'époque, c'était Sarah qui s'en occupait, donc elle faisait ce qu'elle pouvait. Pour donner une idée, pour uploader une vidéo, il lui fallait 10 heures, la pauvre. Donc voilà, et c'était fait vraiment dans l'urgence, puisqu'on voulait, on essayait de sortir une vidéo au moins une fois toutes les 2 semaines, histoire que les gens ne perdent pas le fil, et en espérant justement se faire voir par les médias pour qu'ils relaient nos trouvailles. Et c'est ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, ce qui s'est passé, déjà, les vidéos, on les a mis en ligne. Enfin, la première vidéo, on l'a mis en ligne, mais parce que, je te cache pas, on était désespérés, en fait. On parlait entre nous, là, c'était début janvier 2020. On avait contacté pas mal de journalistes en leur disant, bon, bah, écoutez, voilà, on a trouvé ça, est-ce que ça vous intéresse? Donc il y en a certains qui ont pas voulu nous répondre parce qu'on signait quatrième œil, donc on était des anonymes, donc il y avait aucun intérêt à partager un boulot de gars qui étaient anonymes. Vous ne faisiez pas partie du Gotha. Voilà, c'est ça. Donc sachant que la même personne qui n'a pas voulu nous répondre, quand après c'est pas un règlement de compte, hein, mais c'est pour montrer comment les gens, en fait, voilà, ils sont à double face. Une fois que le travail a été mis en avant, la même personne sur Twitter a dit vous étiez au courant pour Stéphane Bourgon, je tombe des nues. Non, tu tombes pas des nues, tu étais prévenu depuis novembre. Bon, enfin bref, ça c'est pas le souci. Quand même, c'est une conséquence assez intéressante en fait d'en avoir peut-être plus appris aussi sur le fonctionnement des médias. Ben oui. Donc, et là, en fait, on avait essayé de contacter des médias, comme je te dis, et en janvier, un vendredi soir, on était en train de déprimer chacun dans notre coin, en disant mais jamais on va y arriver. Pourtant, on a Nikki Pistorius derrière nous. Voilà, ça devrait. Maintenant, en fait, les gens n'étaient pas intéressés. Donc, justement, à l'époque, Sarah a dit bon bah, allez, on fait un truc, on essaye de faire une vidéo, on balance sur YouTube, et on verra ce que ça va donner. Donc, on a fait une vidéo qui durait de tête 10 minutes ou un quart d'heure, je sais plus.
On l'a posté le vendredi soir et on s'est dit bon bah si on arrive à avoir 100 vues, on sera content quoi. Donc le lendemain, on s'est levé, on a vu qu'on avait 500-600 vues, on s'est dit ah ben c'est pas mal. Et en fait au fil des jours, ça a commencé à monter, donc 1000, 2000, 3000, on s'est dit ouh là là, il y a peut-être quelque chose qui commence à intéresser les gens. Donc à partir de là, on a monté notre page Facebook. Là c'est pareil, on s'attendait peut-être à avoir 100 personnes qui nous suivent. En fait, le compteur est monté hyper rapidement. Et on s'est dit, bon, les vidéos, ça a l'air d'être la bonne chose qui a l'air de fonctionner. Donc, on a continué de faire une vidéo toutes les semaines, voire les 2 semaines, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et au fur et à mesure qu'on postait des vidéos, il y avait de plus en plus de gens qui nous suivaient sur notre page Facebook. Et on a eu les premiers articles sur AgoraVox. Donc, apparemment, c'est un site qui fonctionne plutôt bien. On a eu Arrêt sur image avec Tony Le Pennec, voilà, qui a été vraiment un des premiers à nous aider, qui a vraiment fait du super boulot. Et on a eu Xavier Frère de l'Est républicain, qui lui aussi, voilà, super, les deux, Tony Le Pennec et Xavier Frère, 2 super gars. Donc voilà, qui nous ont bien aidés. Et oui. J'en profite pour signaler, je ne crois pas me tromper en disant que sur le site, justement, tous les articles, une grande majorité d'articles qui ont relayé votre travail, justement, se trouvent disponibles dans les archives voilà, du site. Voilà, on est. Vas-y. Et j'en profite pour dire, donc là, il y a un abonné qui nous dit, d'ailleurs, on les a partagés, donc je pense qu'il s'agit des vidéos. On en a pris plein la figure, les premiers abonnés. Ouais, c'est ça, ouais, parce que nous, honnêtement, ça nous a fait plaisir de voir que les gens partageaient des vidéos. Après, on s'est dit, peut-être que ils vont en prendre plein la tête pour pas grand-chose. Donc, quelque part, on se sentait un peu responsable. Que les gens partagent, comme on le dit souvent, on n'est pas regardant sur nos vidéos, les uploads, les partages. On s'en fout. Mais on s'est dit, on espère que les gens qui les partagent vont pas se retrouver embêtés comme nous, à un moment, on a pu se croire, je dis bien, on a pu se croire, embêtés par Eternos, le cabinet irlandais, quoi. À un moment, ouais, on a cru être embêtés, ouais, ça a duré peut-être 1 heure. Mais bon, après, c'était... et voilà. Mais c'est vrai que les gens, le fait qu'ils prennent nos vidéos, qu'ils les uploadent, même moi, des fois, pour rigoler, je dis, bon, allez, je vais chercher une vidéo, je trouve des vidéos sur des sites que je connais absolument pas, quoi. Et je partage les liens avec les autres. Ça nous fait rire, quoi. On se dit, voilà, c'est marrant, quoi. C'est marrant de voir que les gens ont partagé nos vidéos. Les bons et les mauvais côtés de la toile, c'est qu'il y a toujours un moment où ça t'échappe, quoi. Ben, justement, nous, on espérait, comme je te dis, on espérait que ça nous échappe, mais on voulait pas qu'il y ait de contre-coup pour ceux qui avaient partagé. Donc voilà, nous, on s'est dit, voilà, c'est nous qui avons planté, excuse-moi le mot, qui avons planté ce bordel. Donc c'est à nous d'assumer. S'il y a des trucs, des plaintes pour diffamation ou quoi, oui, il y aura pas de souci. Nous, on ira, quoi. Donc après, bon, on est tous. Attends, je vois que Delph dit un des meilleurs sketchs que j'ai vu. Nickel, pareil, la même. De quoi s'agit-il? Moi, je suis complètement passé à côté. Alors, faut reprendre justement sa part des vidéos. Et là aussi, on remerciera Monsieur Bourgoin parce que, en fait, si on en est à ce point-là, c'est grâce à lui. En fait, il a investi de l'argent pour faire sauter nos vidéos sur YouTube. Donc, en gros, il a investi 300 euros. Ouais, ah oui, voilà, quelqu'un qui, j'espère honnêtement qu'il me regarde, puisque au moins je pourrais dire ce que le quatrième œil pense. Et voilà, donc, je vais pas me... En gros, les vidéos ont été postées. Donc, on en avait 10 à l'époque. Et un jour, on reçoit un message privé de quelqu'un qui nous suivait sur YouTube et qui nous dit attention, vos vidéos sont en train de disparaître. Ah, je vois qu'il y a un pote qui s'est connecté. Salut Florian. Pour une fois, c'est moi qui te dis bonjour. Le message qu'on avait reçu, c'est vos vidéos sont en train de disparaître. Bon, ok, donc on regarde dans la boîte de réception, dans la boîte mail YouTube, et je vois absolument rien, quoi. Et effectivement, je vois que nos vidéos disparaissent les unes après les autres.
Donc voilà, en plus, depuis que toi et moi on parle, tu sais que je suis pas un fanat des réseaux sociaux, que je maîtrise pas grand-chose. Donc voilà, donc je commence à fouiller un peu YouTube. Et là, je vois vos vidéos sont supprimées par demande de Eternos Corporation à la demande de Monsieur Bourgoin. Ah, bon, ok. Donc là, tu dis. Et on accède à leurs demandes comme ça. Ah ben, le problème, c'est que YouTube, tu, comment ça s'appelle? Tu leur envoies une lettre, tu dis violation des droits d'auteur, ils cherchent pas à Mm. comprendre. Ils Mm. cherchent pas à comprendre. Donc, en fait, toutes nos vidéos ont sauté. Euh, on voit que c'est un cabinet de juristes, donc tu tapes Etalance Corporation, tu te dis, wow, cabinet de juristes, tu regardes la recherche Google, meilleur legal tech d'Europe et tout, tu te dis, Là, tu oula, commences à avoir les boules. tu te dis, oula, dans quoi on s'est mis, ça Je vais commence à, hypothéquer la maison. ouais, faut hypothéquer la maison, on est dans la merde, comme on dit, donc, voilà. Et dans le groupe, on en a une qui est voilà, une folle d'Internet, des réseaux sociaux qui connaît, qui gère Internet comme pas possible, et là qui commence à chercher. Donc forcément, alors c'est ça qui est marrant parce que pour Stéphane Bourgoin, on a retourné le net, on a réussi à trouver ce qu'on voulait, et pour Eternos, en fait, ça nous est tellement arrivé vite dans dans la tête qu'en fait, on s'est retrouvé démunis. En fait, on s'est retrouvé démunis pendant 2-3 heures. En fait, on savait pas quoi faire. Et on avait des gens qui justement postaient nos vidéos et dans la foulée, on recevait des messages privés. Regardez, j'ai reçu un mail mise en demeure avec le nom de la personne qui avait posté et tout. Donc on s'est dit ouais, les gars, c'est pas des rigolos, c'est des pros. Et en fait, la, la pote qui est dans le groupe qui gère le net super bien. Ah non, mais vous inquiétez pas les gars, on va trouver quoi. Donc elle a commencé à chercher. Donc déjà, on regarde les photos. Euh, Vas-y. Là, je l'imagine tout à fait sous les traits du hacker fou dans un film de Hollywood. Ah ouais, mais surtout que la pote qui gère toute la partie internet, réseaux sociaux, honnêtement, c'est une furieuse. C'est une furieuse. La moindre faille, elle y va, quoi. Et donc, elle commence à regarder Eternos Corporation. Elle dit, bon, bah, les gars, je crois que de toute façon, on n'a pas trop à s'inquiéter parce que quand on regarde, c'est leur site, c'est des images, mais des images libres de droit. Donc, si c'est vraiment la meilleure legal tech, voilà, ils ont leur propre bureau, leur propre image, tout ce qui va bien. On regarde l'adresse, Google Maps, tu t'aperçois qu'en fait l'adresse ça correspond à un vieux kebab en Irlande. Donc là tu te dis ouais, il y a un truc qui va pas. Tu regardes les avis qui sont postés sur Google concernant Eternos, bah, bizarrement c'est les mêmes personnes mais avec des noms différents. Donc tu remontes avec les adresses IP, ce genre de trucs. Après là je te parle en technique, mais Ouais, honnêtement ouais, hein. j'y comprends. Mais je pense que Voilà. ça intéresse énormément Voilà, donc les en fait, internautes. tu remontes avec les adresses IP, tu regroupes les différents portraits, les photos, etc. Tu t'aperçois que c'est les mêmes personnes. Tu cherches un peu, tu t'aperçois que le gars qui fait ça, c'est un gars qui a 25 ans, voilà, après ça a été dit dans la presse, qui est ouvertement néo-nazi, tout ce qui va bien. Donc voilà, au bout d'un moment, ça faisait beaucoup de trucs. Donc on s'est dit, ouais, finalement, c'est peut-être pas des rigolos, mais bon, enfin, voilà, il y a juste cabinet de juristes. Donc à l'époque, il y avait des avocats qui nous suivaient en nous disant, bon, bah écoutez, c'est juste des juristes, ils ont aucun pouvoir. Et en fait, ils en ont pris, Eternos en a pris tellement dans la face, parce qu'après les gens, on s'est pas gêné, on s'est dit, voilà, nos vidéos sont supprimées par rapport à la demande d'un groupe qui s'appelle Eternos Corporation. Donc, dans ceux qui nous suivaient, on avait des furieux qui sont partis sur leur site en disant ouais, en gros, je sais pas s'ils les ont insultés ou quoi, mais bon voilà, ils leur sont rentrés un peu dans l'art. Donc Eternos a dit ben on va faire une vidéo YouTube pour expliquer. Donc là, des gens s'est dit oh là, un cabinet de juristes, meilleur legal tech du monde qui fait une vidéo sur YouTube, il y a un truc qui va pas. Et donc ils promettaient monts et merveilles, et au final, on s'est retrouvé avec une vidéo de 25 minutes avec un son dégueulasse, avec une image fixe, et qu'ils n'ont pas du tout répondu aux interrogations qui se posaient. Ça a été plutôt oui, bah, la France, il y a un problème avec les Français, etc., etc. Tu vois, le bon discours nationaliste, etc. Donc voilà, et le son était dégueulasse. Et comme on dit, la meilleure legal tech qui est pas foutue de faire un live avec en webcam,
Donc voilà, et ils ont pris l'excuse du Covid en disant bah ouais, par rapport au Covid, on peut pas faire. Donc voilà, donc nous on pensait que ça allait, enfin que la vidéo avait été tournée dans les chiottes ou je sais pas où, et voilà, c'était un truc qui a été fait à l'arrache. Donc là, on s'est dit bon, effectivement, on craint rien, ça nous a fait plutôt rire. Le problème, c'est que YouTube a forcément supprimé nos vidéos. Le fait que les vidéos aient été supprimées, ben en fait, il y en a certains, la censure, ça leur plaît pas. Donc, ça a commencé à reprendre les vidéos. Et au final, les 300 euros que M. Bourgoin a investis pour Eternos pour qu'on soit mis sous silence, ben en fait, ces 300 euros, ils nous ont bien servi puisque c'est grâce à la censure qu'on a pu pas exploser, mais donc voilà, que c'est devenu public. Ok. Alors, il y a eu des petits commentaires, je ne sais pas si tu les as vus, il y a quelqu'un qui nous parlait justement, qui s'interrogeait autour de la violation du droit à l'image. Donc, c'est là-dessus. Alors, la violation de droit à l'image, en fait, il n'y en avait pas. Déjà, voilà. Nous, ce qu'on a utilisé, c'est le droit de citation. On a utilisé le droit de citation. Le problème, c'est que YouTube, moi demain, j'arrive, je vois quelqu'un qui met sur une vidéo une page d'un des bouquins que tu écris. J'arrive, je vais dire bah, à la demande de Louise, violation de droit d'auteur. Ils vont supprimer direct. Ils vont même pas chercher à comprendre. Ils veulent pas avoir de problème. Donc voilà, non, il y avait pas de. De toute façon, il faut savoir que tout ce qu'on fait, avant de le poster, on se renseigne auprès de personnes qui ont les compétences nécessaires, donc des juristes, des avocats. Et voilà, à un moment, il y a des choses qu'on voulait poster. On s'est posé la question si on avait le droit de les poster. Donc avec la fougue, on s'est dit oui, ben on va les poster. Et après, on s'est dit non, on va d'abord se renseigner. Et effectivement, en se renseignant auprès d'avocats, les avocats nous ont dit non, surtout ne postez pas, ça vous n'avez pas le droit. Donc tout ce qu'on a fait, quand les gens parlent, parce qu'il y en a certains, la défense de Stéphane Bourgoin, surtout de ceux qui le suivent, c'est le harcèlement, etc. On le harcèle. Non, il n'y a pas de harcèlement. Le harcèlement, on n'a jamais poussé quelqu'un à aller le voir chez lui, à l'insulter, à pourrir ses réseaux sociaux ou ce genre de trucs. Il n'y a pas de harcèlement. On montre un truc, une vérité, et voilà. Donc, non, à aucun moment il y a un viol du droit de l'image ou au droit d'auteur. Mais bon, YouTube, voilà, niveau là-dessus, ils prennent pas de risques. Voilà. Alors est-ce que oui, oui, vas-y. Non, à vas-y. un moment, on voulait prendre nos vidéos et les re-uploader sur la version russe de YouTube. Et bon, là, en fait, c'est du grand. Enfin, on a regardé, des gens ne parlent pas de russe et on avait l'impression que c'était du grand n'importe quoi. Donc, quoique aussi, on en a une dans notre équipe qui a des connaissances de russe. Mais voilà, non, après, on est resté sur des plateformes que tout le monde connaît. Et voilà. Alors, je saute un peu du coq à l'âne, mais est-ce que tu pourrais nous donner peut-être 2 ou 3 éléments donc, qui sont évoqués par Stéphane Bourgoin dans ses ouvrages, des choses peut-être un peu marquantes, qui sont vraiment pas de son fait, donc soit qu'il n'en a pas été témoin, soit qu'il n'en a pas été acteur. Bon, déjà, tu as le truc classique et qui a fait rire tout le monde, c'est sa rencontre avec Charles Manson. Voilà. Déjà, alors, j'ai vu sur votre site, donc il y a carrément un onglet et Charlie, donc je pense que c'est en lien. Voilà, alors sur le site, l'onglet et Charlie, c'est notre webmaster qui a eu envie de. Voilà, parce que le webmaster ne fait pas partie de notre équipe, mais voilà, c'est quelqu'un qui justement a monté un site en même pas une nuit quand nos vidéos ont dégagé. Donc lui, il s'est dit ok, bah, je vais les aider et faire un site. Et comme c'est quelqu'un qui aime bien plaisanter, on va dire, il a dit bon allez, je vais mettre ça. Et voilà. Donc pour revenir à la rencontre avec Charles Manson, quand tu lis, il dit oui, je l'ai rencontré, c'est un petit bonhomme. Donc là, jusque là, il a raison parce que Charles Manson n'était pas spécialement grand. Quand je l'ai eu en face de moi, il s'est assis sur le dossier de sa chaise pour me dominer, donc j'ai fait pareil. Et après, au bout de 10 minutes, il s'est rassis normalement. Ça, tu lis Mindhunter de John Douglas, le bouquin, c'est arrivé à John Douglas. Et puis, pour le coup, bon, je n'entrerai pas dans les détails, mais
il s'agit d'un mensonge récurrent et même maintenant que tout ça a été débunké, bon, ce sont des Bah, histoires qui peuvent continuer à ressortir, quoi. après, ce qui est marrant, c'est que voilà, il dit, je l'ai rencontré la première fois que j'ai rencontré Ed Kemper, donc il a rencontré Ed Kemper en 91. Effectivement, Manson était dans la même prison que Kemper, pardon. Et seul problème, c'est que Manson en fait avait bougé de prison en 89 ou en 90. Donc, comme d'habitude, Monsieur Bourgoin est arrivé après la guerre. Mais bon, ça reste une continuité de sa façon d'être. Après, on a eu quoi quand il était en Afrique du Sud. Ah oui, l'hélicoptère. L'hélicoptère et qu'en plus voilà il a pris des asticots pour les pales d'hélicoptère et voilà par les pales d'hélicoptère. Bon, ok, ça s'est arrivé à Mickey Pistorius. Et ouais. Vas-y, Il n'y a pas aussi pour faire avouer oui, pour faire avouer Stewart Wilken, donc qui est un serial killer africain, sud-africain du moins. Il a pris l'expérience d'un inspecteur de police qui lui l'a fait avouer. Donc il y a tout plein de trucs comme ça. Alors, à votre avis, est-ce que vous êtes pour le coup allé au bout du debunk de toutes ces histoires? Est-ce que vous pensez qu'il y en a encore en stock? Non, il y en a encore en stock. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, nous, on a fait le plus gros. On a commencé à faire quelque chose et les gens derrière, eux aussi, commencent à chercher de leur côté. Donc c'est plutôt marrant, quoi. Le problème, c'est que le problème, c'est que maintenant tout le monde met en doute ce qu'il dit. Donc, bon, comme on dit, il n'y a pas tout acheté parce que au début de sa carrière, c'était quelqu'un qui tenait la route. Maintenant, voilà, il récolte ce qu'il a semé. Mais oui, il y a pas mal d'autres choses à creuser, quoi. Et alors, du coup, j'en viens naturellement à me poser la question, c'est si il a admis avoir raconté des fariboles, ça s'est arrêté. Enfin, non, le problème, c'est que quand tu lis ce qu'il a... Ah, je te vois plus. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Quand tu lis ce qu'il a avoué, en fait, il n'y a rien qui tient la route. Il n'y a rien qui tient la route. Nous, notre but, quand on a vu qu'il y avait l'article dans Paris Match, on s'est dit, bon, ok, ça y est, c'est fini, on ferme notre page. On avait commencé à faire un message pour dire merci de nous avoir soutenus. Et voilà, on arrête là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une de nos membres est partie en disant bon, ok, c'est fait, je ne veux plus avoir à parler de Stéphane Bourgoin. Donc on s'était dit on va lire l'article et on va voir ce qui est dit. Donc on a lu l'article. Bon, il y a des mensonges, mais les gens chercheront par eux-mêmes. Bon, on va quand même fermer notre page. Et peut-être vers 11h du matin, midi, il poste un truc sur Instagram, c'est pas vrai, je n'ai jamais rencontré la journaliste, c'est un article à charge. Ah bon, tu continues à mentir, bon écoute, on va continuer, quoi. Donc là en fait, on fait ce qu'il fait. Là, ça fait un petit moment qu'on n'a rien posté sur notre page, parce qu'on est sur d'autres trucs, voilà, qui le concernent. Mais voilà, ça sera pas vraiment des grosses choses, mais voilà, je pense que ça va être des trucs qui vont faire voir aux gens vraiment ce qu'il est. C'est pas le petit gars qui s'est contenté de faire que du plagiat et mentir sur sa vie. Après, comme les gens disent, les gens, il y a beaucoup de personnes qui montent sur leur vie, etc. Mais ça va au-delà. Il y a d'autres trucs qui sont ouvertement dégueulasses. Au début, il y a pas d'amertume. Faut pas croire. Les gens disent ouais, vous pouvez pas vous l'encadrer. Il n'y a pas d'amertume. Il y a d'animosité. Je veux dire, il n'y a pas d'animosité concernant Stéphane Bourgoin. On va dire, c'est plus sa façon d'être. Parce que moi, je le dis, je parle pour moi. C'est quelqu'un qui est très nocif, quoi. Qui est très nocif, qui sait comment manipuler les gens. Quand ça va pas, voilà, il sait se victimiser. D'ailleurs, voilà, c'est pas le seul dans son entourage à savoir se victimiser.
toute façon, t'as que le voir. Dès qu'il y a un truc qui va pas, tu vas sur son Insta, une petite photo de chat, une petite photo où il est en train de manger, et d'un coup, Monsieur Bourgoin, les chats, et d'un coup, voilà, il rattire l'attention. Donc, c'est quelqu'un qui sait manipuler les gens. Et c'est juste abusé que des gens tombent encore dans le panneau. Et là, ce qui me fait rire, c'est que on est sept anonymes maintenant, on sort de nulle part. Le gars, en théorie, a rencontré 77 tueurs en série, il a dominé Charles Manson et il s'est retrouvé en tête-à-tête, soi-disant, avec Ed Kemper. Il s'est pris des crachats toutes les minutes pendant je sais pas combien d'heures. Et on lui propose de débattre. D'ailleurs, je suis envoyé des mails. Absolument. Le gars, il a peur de nous. Il a peur. Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. À faire le gars fier. J'ai peur. Moi, j'ai fait des trucs de fou dans ma vie. Et là, on lui demande un simple débat. Et il ose même pas te pointer. Et le but, c'est même pas de le détruire, comme je t'avais dit la dernière fois sur WhatsApp. Le but, c'est pas de le détruire. C'est de parler, d'essayer de comprendre. Et le gars se cache. Et il comprend pas qu'en faisant ça, les gens lui en veulent de plus en plus. Donc, voilà. Donc, je comprends pas. Non, mais je confirme, quand on a préparé cette interview, je confirme que là-dessus, vous êtes extrêmement pointilleux. Hein. Moi, je sais que voilà, c'est vous qui m'avez relancé pour dire, bon, est-ce que tu lui as écrit bon, et moi-même, vous étiez à la base un peu suspicieux. Bon, pourquoi elle veut nous interroger? Quel est son but? Et je pense que je serais venue avec l'idée de le dézinguer gratuitement. Vous m'auriez débouté. Ouais, voilà. Non, c'est parce que même quand on a eu. C'est que c'était pas la haine sur le personnage. Non. Quand on a eu Paris Match qui nous a contactés, on a eu Le Parisien, on a eu je sais pas combien de journalistes et de médias, on leur a dit ok, on vous répond à une seule condition, c'est que vous contactiez Stéphane Bourgoin pour qu'il ait un droit de réponse. Voilà, parce que c'est bien d'entendre les deux côtés de l'histoire. Nous, à chaque fois, on a demandé à ce que Stéphane Bourgoin soit contacté. Quand nous, on est contacté, c'est limite, ça coule de source, contactez-le de son côté. Voilà. Alors, je sais que tu en as déjà un petit peu parlé, mais je vais peut-être enfoncer le clou pour que les choses soient bien claires. Qui sont ces abonnés et qui sont vos abonnés? Et voilà. Est-ce que parce que tout ça, c'est un petit peu flou vu de l'extérieur. Alors, nos abonnés, comme je t'avais dit la dernière fois, on a trois ou quatre catégories. Je sais plus ce que j'avais énuméré sur WhatsApp. Donc, on a ceux qui nous suivent parce qu'ils ont été déçus de sa manière d'être et tout. Donc voilà, qui nous suivent, avec qui on peut débattre de manière sympa et souvent avec humour. Donc moi, ce que je fais sur la page Facebook, quand j'ai des commentaires, j'essaye de répondre de manière humoristique ou un peu ironique, voilà, tu vois, sans être vraiment vexant, parce que c'est pas le but. Après, on a ceux qui nous suivent, qui sont un peu plus bruts de décoffrage. Donc, voilà, après, c'est voilà, je pense qu'au plus tu as admiré quelqu'un, au plus tu es déçu quand il y a quelque chose qui va pas. Là non plus, tout ce qu'on disait, c'est pas de harcèlement et ce genre de trucs. Donc les gens viennent nous parler, des fois en message privé, on débat aussi, c'est sympa. Quand Nietzsche disait qu'il fallait tuer ses idoles, j'aurais vraiment pas pensé que cette idole-là, pour moi, soit concernée. Enfin, à défaut de le tuer, j'ai dû un petit peu le déboulonner, quoi. Voilà, mais bon, voilà ça. Et après, on a ceux qui sont sur notre page, la dernière catégorie, donc les irréductibles. Bon, de temps en temps, on a un petit message d'insulte, un truc comme ça, mais bon, on se dit bon, ouais, ils sont pas bien méchants, quoi. Et après, du côté de Stéphane Bourgoin, qui sont ses followers, c'est soit des gens qui sont pas au courant de ce qu'il a fait, parce que de temps en temps, voilà, sur notre page, on retrouve encore des gens qui disent j'étais pas au courant, merci. Et après, t'as les irréductibles. Donc ceux d'une fois sur un groupe, j'avais vu qu'on les appelait la secte. Donc voilà, quoi. Mais c'est tout le temps les mêmes. En fait, tu regardes sur Instagram, sur les plus de 10 000 abonnés qu'il a, c'est tout le temps les mêmes qui réagissent. Et en gros, si tu fais le prorata du nombre de followers par rapport au nombre de réactions,
Je te parle Ah, pas des ouais. likes, hein. Je te parle pas des Mm, likes parce mm, que les likes, tu mm. peux les acheter dès que, en gros, pour une publication, tu vas avoir peut-être 300, 400 likes et tu vas avoir, allez, 10 commentaires. Donc, plus de 10 000 abonnés, 10 000 followers pour 10 commentaires, ça te fait un ratio de 1%. Voilà, la Mm, dernière fois, quand on a analysé son Insta, parce que voilà, on mm, s'embêtait, on avait que ça à faire. mm. Voilà, en gros, tu as de C'est tête, le taux d'engagement. Ouais, c'est ce voilà, qu'on appelle le taux d'engagement. le taux d'engagement, tu as en gros, si je dis pas de bêtises, tu as en gros 56% de faux comptes. Ah Donc oui. 56% de faux comptes, donc une trentaine qui sont basés en Inde. Donc, donc voilà, et pareil, les interactions, voilà, c'est juste catastrophique. Donc là, effectivement, s'il y a Ça, 56%, ça, ça coûte cher, ça. Je devrais peut-être commencer à y penser sérieusement. non, tu prends en gros 1000 abonnés, 1000 followers, c'est 10 euros. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc là, si tu reprends les 56% de faux comptes, tu te retrouves à peu près à 5000, à peu près 5400 vrais comptes. Mm, Là, on va dire, c'est un peu plus plausible, sachant que dedans, bah, tu as des gens qui le suivent juste pour regarder ce qu'il fait mm, ou ce qu'il publie. Tu prends sa page Facebook, ils sont 2900. Donc là, ouais, effectivement, c'est plus réaliste que 10 000 et mm, quelques. Et sa mm, précédente page Facebook qu'il a fermée, ils étaient 54 000. mm, Ça, mm, voilà, de mm, 54 000, tu rouvres une autre page, tu te retrouves à 2009. mm. C'est qu'un souci quelque part. Je pense pas que notre boulot lui fait perdre pratiquement 50 000 followers à 50 000 abonnés sur Facebook. Je suis pas sûr Mm, qu'on ait mm. ce poids-là. Donc là aussi, mais bon. Alors, il y a un autre aspect qui, pour ma part, m'a quand même un petit peu choqué aussi. J'aimerais l'avoir, à la limite, c'est ton avis, hein, ça n'engage que toi, mais on a beaucoup parlé de tout ce qui est objet un petit peu douteux, La notamment, murderabilia. alors, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est Donc ça, le murderabilia, voilà. voilà, bah, ça c'est le business qui se fait aux États-Unis et qui commence à arriver en France. Voilà, bah, concernant Stéphane Bourgoin, on sait que c'est un fanat de Murderabilia, mais tout ce que tout ce qu'on sait, c'est qu'il a certainement pas des pièces d'origine. Ouais, il a peut-être des trucs de camper ou ce genre de trucs, mais voilà, il se permet de critiquer certains autres auteurs qui, qui gravitent dans ce milieu-là en disant ouais, c'est des fanats de Murderabilia ou ce genre de trucs. Mais si lui pouvait en avoir, voilà, il n'hésiterait pas. Moi, personnellement, par rapport à notre enquête, j'ai dû contacter des tueurs en série avec qui je pensais qu'il aurait pu être en contact. Voilà, j'ai chez moi, j'ai des lettres où j'ai des dessins de tueurs en série. Perso, voilà, Mm, j'ai pas une fascination là-dessus. Je m'en fous total, quoi. Tandis que, ouais, Stéphane Bourgoin, il a des copies des dessins de Danny Rowling, il a tout plein de trucs comme ça. Donc, mm, bon, oui, je pense que pour le coup, il a une fascination morbide mm, pour ce milieu-là, quoi. mm, mm, mm. Alors, bon, pour la petite anecdote, d'ailleurs, il y a un internaute avec qui j'étais ce jour-là. J'avais eu l'occasion d'aller faire signer des ouvrages donc, dans sa fameuse librairie du Troisième œil. Ouais, Et ce qui m'avait arrêté et qui a fait que finalement je n'y suis jamais allée, c'est une petite phrase, alors que je viens de lire d'ailleurs, c'est assez marrant dans les commentaires, un extrait d'une interview où on lui demandait un petit peu qui étaient les gens qui s'intéressaient à ces sujets, et il avait fait une réponse que j'avais trouvée particulièrement pas insultante, pas humiliante, mais un petit peu condescendante, en disant que voilà, il faisait rêver la ménagère, et que bon, mais bon, voilà, c'était un petit peu bon, les femmes, quoi. bah oui, oui. Bon, je m'étais dit que je n'avais pas forcément envie de le rencontrer finalement. Bon, j'étais restée avec mon livre et puis je l'avais pas fait signer. Mais quand tu regardes les personnes qui le suivent, c'est beaucoup de femmes en fait, qui le suivent. Donc il sait comment parler. Et Hum, effectivement, hum, voilà, il trouve les bons mots pour attirer la curiosité ou peut-être la fascination. hum. Mais c'est vrai que quand on écrit sur ces thématiques-là, c'est toujours très très compliqué, je pense, de trouver de mettre la frontière
entre ce qui est de l'ordre de la description, notamment si on est passionné par la psyché humaine et qu'on veut en cerner les limites et que c'est un sujet qui nous intéresse profondément, et basculer du côté voyeur, racoleur, etc. Donc vous qui avez travaillé là-dessus, quels seraient un petit peu les grands principes? Vous avez eu l'occasion en tout cas d'y réfléchir en le lisant. Et quels seraient les grands principes qui peuvent être intéressants justement de suivre pour pas basculer, quoi? Bah, c'est pas, je vais pas faire de la pub gratuitement, mais tu lis les livres de Corinne Philippe ou d'Émilie Tibat, ce genre de trucs. Tu as vraiment la frontière entre le portrait du tueur en série et le respect des victimes. Tu prends par exemple Corinne Philippe qui parle des victimes. Tu n'auras jamais de description gore ou voilà comme lui il a pu faire. Il y a un respect à avoir. Voilà, une personne a été tuée. Bon, elle a été tuée, c'est pas la peine d'en rajouter. Elle a été poignardée, éventrée ou ce genre de truc. La personne est décédée, c'est une victime et ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'en rajouter des tonnes pour remplir des pages. Ça sert strictement à rien. C'est pas respectueux pour la personne qui est décédée, pour la famille qui peut tomber sur le livre. Non, voilà. Et quand tu vois les BD, voilà, les BD qui sont sortis, c'est juste catastrophique. C'est juste catastrophique. On a eu l'occasion d'avoir celle qui parle de Schaeffer entre les mains. Voilà, je sais pas si tu as eu l'occasion de la voir. Tu te dis, mais à quel moment? Et là, autant lui que le dessinateur. Je comprends pas ce qu'il aurait passé par là. Que tu fasses quelque chose de gore par rapport à un film d'horreur, que c'est une fiction, bon là, il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Voilà, tu vois ce qui est fait dans les BD. Non, c'est juste abusé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on se pose la question. Là, la sortie de la BD concernant BTK arrête pas d'être repoussée. Donc voilà, à savoir que nous de base, on a, bon ça on l'a pas dit, mais on a prévenu la fille de BTK en disant attention, il y a une BD qui va sortir sur votre père. Voilà, c'est Dennis Rader, c'est ça? Ouais, Dennis Rader, ouais. Donc on a envoyé un mail, plusieurs mails même, en disant voilà, il va y avoir une BD qui va sortir, ça va parler de votre père, vous risquez d'être représenté dans la BD, vous risquez tel truc, ça va sortir, c'est censé sortir entre telle et telle période, chez telle maison d'édition. On a essayé de contacter aussi les familles de victimes. Donc Dennis Rader a tué la famille Otero, donc il y avait un survivant, on a réussi à le retrouver, on a envoyé des messages. Voilà, là c'est pareil, on a un bouquin, il a un bouquin soi-disant qui doit sortir, s'appelle Quand les femmes tuent. Déjà le titre, c'est le même titre que le bouquin que Pierre Bellemare avait sorti il y a une vingtaine d'années. On pense, on n'est pas sûr, donc là on n'accuse pas, mais on pense que c'est une copie, plus ou moins, ou un plagiat d'un livre de Peter Wronski. Donc, on a averti Peter Wronski en disant, voilà, il y a un livre qui va sortir, on pense on n'est pas sûr, restez vigilants. Donc, Peter Wronski, lui, a prévenu les maisons d'édition françaises qui avaient sorti son bouquin en France, en leur demandant d'être vigilants là-dessus. Là, il a sorti un bouquin sur Karl Panzram, donc les aveux de Karl Panzram, qui est sorti dans plusieurs langues différentes. On pense que c'est du matériel qui est protégé par des droits. Donc, on a essayé de trouver si c'était dans le domaine public. Donc là, on est en train de chercher et voir, quoi. Et au niveau des maisons d'édition, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il avait, je crois qu'il était édité notamment par Ring. Est-ce qu'il a été désavoué officiellement? Ou Glénat Ring, aussi? Je crois que c'était Glénat pour la BD. Ouais, en fait, il a eu Glénat, Grasset, Ring. Alors Ring, sur la page Ring, sa page d'auteur n'existe plus. Elle n'y est plus, sa page d'auteur n'existe plus. Chez Grasset, on sait, par des sources sûres, qu'il a récupéré les droits sur le livre L'Ogre des Ardennes. Donc Grasset ne veut plus le rééditer. Glénat et Grasset, c'est le même groupe Lagardère. Donc voilà. Donc, il y a peut-être des trucs qui se trament. On ne sait pas trop. On essaye
de voir. Et là, il est retombé sur une maison d'édition qui s'appelle AZ Édition. Ouais. AZ Édition, à savoir. Je connais pas du tout. Est-ce que tu connais French Pulp Edition? Ça me, il n'avait pas publié à l'origine Voilà. des premiers bouquins. Hein. Voilà, French Pulp Edition, en fait, ils ont été mis en redressement judiciaire parce qu'ils payaient pas leur auteur. Donc Stéphane Bourgoin a tapé un scandale sur sa page Facebook en disant que c'était scandaleux. Bon, là, il avait raison, c'est clair. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Là-dessus, voilà, c'était ce que la French Pulp a fait, c'était dégueulasse pour les auteurs. Donc, ça a été le premier à râler sur French Pulp. Mais ce qui se passe, c'est que AZ Édition, bah, c'est plus ou moins lié à la même personne que French Pulp. Waouh. Donc, en fait, ils retournent chez eux, sachant que c'est une maison qui, si tu regardes bien les sorties qu'ils ont fait, AZ Édition, c'est que des anciens bouquins de French Pulp. Voilà, il n'y a aucun nouveau bouquin. Alors, il y en aura peut-être un, quand les femmes tuent. Mais bon, voilà. Et AZ Édition, c'est un truc, on a l'impression qu'ils ne savent pas vraiment où ils vont. Ça balance un peu des journaux style le nouveau détective. Voilà, ils ont fait un truc sur Fourniret, mais bon, tu vois, c'est voilà, tu vois la couverture. D'un côté, tu as Stéphane Bourgoin et l'édito, il est fait par Jacques Pradel. Donc à partir de là, j'ai rien contre Jacques Pradel, mais comme une fois j'avais vu sur un groupe qui est consacré à Stéphane Bourgoin, quand tu vois que tu as quelqu'un qui est mythomane, parce qu'il se clame, Bourgoin dit lui-même qu'il est mythomane, et que sur la même page, tu as quelqu'un qui croit aux extraterrestres du hangar 51, tu te dis là déjà tu tiens un truc de la mort, quoi. Donc voilà, on sait pas. En fait, AZ Édition, c'est un truc qui a l'air plutôt bancal, parce que tu regardes même le CV de son directeur. C'est un CV à rallonge. Le gars a tout fait dans sa vie. Là, actuellement, c'est un gars il a pas joué au foot contre Platini? Non, pas là, mais apparemment le mec il est président de je sais plus quoi, un truc esthétique, en fait, c'est un truc complètement bizarre. Donc voilà, donc là on regarde, il y a le Kindle qui est sorti de Karl Panzram. Donc voilà, pour le moment il y a un d'autre qui sort et ça a pas l'air folichon, mais c'est clair que c'est pas une maison d'édition qui a les épaules larges. T'es pas au niveau d'un Grasset, d'un Glénat, un truc comme ça. On sait que les ventes de livres se sont écroulées, que ça soit au niveau des BD, au niveau des trucs. Et quand on le voit poster des photos où tout va bien, mon nouveau bouquin sort, mais on serait tenté de lui dire, mais vous allez en vendre quoi? Peut-être 300, 400. Et là, on est pratiquement sûr, il va ressortir un bouquin dans la tête d'Edmund Emile Kemper. Bon, c'est bien, il recycle quand même. Hein. Ouais, donc là, c'est pareil, ils vendent la chose comme étant un truc inédit avec l'audience qu'il a eue pour sa demande de libération sur parole. Non, en fait, non. Son audience, tu peux la trouver de partout sur le net. Tu parles un peu anglais, tu l'as traduit. Son bouquin, là, cet après-midi, j'ai regardé, il commence à être en précommande chez Amazon et chez Décitre. Tu t'entends un truc de fou, le truc fait 250 pages, donc c'est pas forcément un gros bouquin. Il parle de révélations inédites. Ouais, il va dire que Kemper était cannibale, sauf que John Douglas nous a dit que c'était pas vrai. À aucun moment il y avait des fantasmes de cannibalisme ou ce genre de trucs. Et en fait, tout ce qui fait passer pour quelque chose de nouveau, en fait, c'est trouvable, mais hyper facilement. Donc, et les gens qui le suivent, en fait, voilà, ils sont bornés. Ah bah tiens, c'est un truc de nouveau. On va lire. Là, pour le coup, même en admettant que ce qu'il raconte d'un livre à l'autre, d'un livre similaire à l'autre, soit véridique, ou voilà, soit cohérent, il y a quand même aussi une forme de malhonnêteté, parce que finalement, en te vendant le truc comme inédit, toi, tu vas dépenser tes sous pour acheter un truc. Où tu vas retrouver la même chose indéfiniment, quoi. Là, c'est pareil, il te vend son nouveau bouquin là chez AZ, un nouveau bouquin sur Karl Panzram. Non, c'est pas vrai. C'est un bouquin qui est déjà sorti chez French Pulp. Il n'y a rien de nouveau. En fait, là, c'est que du recyclage. De toute façon, il est plus crédible. Moi, je squatte sur différents groupes de faits divers et tout.
Et dès que tu parles de Stéphane Bourgoin, mais limite tout le monde est mort de rire. Tout le monde dit c'est un troll, t'as le Hey Charlie qui ressort ou le comme dans Mindhunter. Voilà, ça fait rire tout le monde. Et je pense que le gars ne se rend pas compte. C'est devenu un mème. Il est devenu un mème. Oui, c'est ça. Mais je pense que le gars, ça s'en rend pas compte. Il s'en rend absolument pas compte. Pour lui, ça va passer. Non, il se rend pas compte que les gens l'en veulent. Et sa carrière, c'est bête à dire, mais sa carrière, elle est dans une impasse, comme l'endroit où il habite en fait. Il est dans une impasse. Donc voilà. Art de mourir, si tu as des courants d'air, c'est excellent pour caler des portes. Je ne dis que ça. Alors petite question, j'ai cru comprendre. Alors c'est la page Wikipédia, hein, j'ai pas revérifié qui avait mis à jour cette citation. Donc à prendre avec des pincettes. Il se serait confié en disant la chose suivante. Parfois, je me fais des films dans ma tête. J'ai toujours voulu qu'on m'aime. Ouais, bah alors, quand tu vois effectivement, quand tu vois son père, qui, là pour le coup, qui est vraiment un monsieur qui a eu une vie vraiment extraordinaire, mais qui a vraiment fait des choses extraordinaires dans sa vie. C'est quelqu'un qui, tu lis le wiki du père de Stéphane Bourgoin, effectivement, voilà. Je pense que des gens qui ont eu une vie comme ça, une vraie vie comme ça, voilà, ça se compte sur les doigts d'une main. Le gars fait des choses vraiment extraordinaires. Après, que tu sois pas à la hauteur de ton père, je peux le comprendre. Honnêtement, je peux le comprendre. Mais là, on va dire que je suis peut-être méchant, mais si, en étant gamin, il se comportait comme là, il se comporte actuellement, je comprends que le père, il soit pas fier. Parce que si tu as un gamin qui est menteur et mythomane, perso, moi, j'en serais pas fier. Donc, voilà. Après, là, c'est mon point de vue. C'est juste mon... Alors, on a Art de mourir qui pratique le doute radical à la Descartes. C'est bien classe, hein, on fait table rase, on doute de tout. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Finalement, on en vient là parce que, en fait, on est nous-mêmes plongés dans un univers où la mythomanie de la personne va tout engloutir. Et c'est vrai que la plupart d'entre nous, on a fait le choix de carrément faire, voilà, de tout mettre de côté. Et finalement, c'est dommage parce que ça nuit aussi à la cause, avec des guillemets, mais par exemple à sensibiliser les gens à ce genre de problématiques. Moi, j'avoue qu'il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est bon, voilà, sa fascination, oui, évidemment, mais aussi cette façon un petit peu de se délecter d'actions monstrueuses où finalement on s'éloigne d'une idée, pour ma part, en laquelle je crois, qui est qu'il n'y a que des actes monstrueux, il n'y a pas de monstres. Alors c'est évidemment à prendre avec d'énormes pincettes, hein. Quand on est notamment contre la peine de mort, on peut défendre ce genre de choses. Et surtout, ça donne une image très très fausse pour les gens qui se connaissent un petit peu en psychologie de ce que sont des personnes notamment déséquilibrées qui peuvent commettre ce genre de choses et notamment une espèce de confusion entre maladie mentale et personnalité pathologique. Personnalité construite, la sociopathie, la psychopathie et c'est vrai que moi ça va me fâcher parce que déjà il y a une méconnaissance absolue notamment dans la sphère francophone, je ne parlerai pas du monde anglo-saxon, de ce que sont les maladies mentales. Et voilà, les amalgames sont très vite faits et je trouve que utiliser son nom tout en disant des choses comme ça qui sont souvent quand même un petit peu bancales, et ben ça nuit aussi au collectif quoi et notamment à des gens qui peuvent être concernés. Ouais, c'est clair, tout à fait. Alors, s'il y a des questions là, des internautes auxquelles on n'a peut-être pas fait attention, ben c'est le moment de les reposer. Moi, j'ai 2-3 petites questions supplémentaires. Alors, évidemment, si tu veux nous dire d'autres choses, libre à toi, hein, ça te vient. Déjà, quel est l'avenir du collectif? Alors, sur Stéphane Bourgoin, dans la mesure où tu peux nous en parler, hein, voilà. Et puis, est-ce que du coup, ça vous a donné envie, alors séparément ou ensemble ou sous une autre forme, de vous lancer comme ça dans d'autres combats contre le plagiat voilà, 2 questions en une. Tu choisis en fait. Non, mais là en fait, pour l'avenir du collectif, honnêtement, nous, tout ce qu'on espère, c'est que, voilà, qu'ils réagissent comme Paul Harrison a fait en Angleterre.
C'est-à-dire, ok, j'ai menti, je me retire des réseaux sociaux, j'arrête de pondre des bouquins qui racontent du n'importe quoi. Et voilà. Et je pense que quand il arrêtera d'être édité, qu'on n'en entendra plus parler, on mettra certainement le collectif en pause, en sommeil. Et si un jour il y a quelque chose d'autre qui nous botte, on avait parlé avec un autre membre de se lancer vers autre chose, beaucoup plus costaud, on va dire. Voilà, là pour le moment on attend de voir. De toute façon, si tout se goupille bien, on va dire, je pense que début décembre, avec un peu de chance, je pense qu'on mettra le collectif en sommeil pendant un petit moment, parce que voilà, ça nous a pris du temps. On pensait avoir réglé pas le problème, mais bon, on pensait que ça allait être réglé dès que ça allait sortir dans la presse. Au final, ça s'est pas réglé. Bon, il y a eu la pandémie, il y a eu le confinement et tout, donc on s'est dit bon, il y a une perte de vitesse, tant mieux. On a eu espoir qu'à un moment, effectivement, les éditeurs le laissent tomber. Donc les plus gros éditeurs l'ont laissé tomber. Ça c'est sûr. Voilà. Oui, parce que bon, on a beaucoup parlé de notoriété, mais on n'a pas parlé du nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Enfin, il a quand même dû se faire un bon petit matelas. Après au niveau pécunier, on sait pas ce qu'il a pu gagner. On sait pas. Après, comme je dis, on n'est pas des experts dans le monde de la littérature ou quoi. On sait pas combien les auteurs gagnent. C'est conférences aussi, hein. C'est conférences. Les conférences, mais là, les conférences, par exemple, tu vois, la dernière conférence qu'il a eue, voilà, dans un camping avec des billets retirés à côté du stand porte-clés. Donc à partir de là, tu vois, tu te dis, t'es plus du tout dans le même standing que ce qu'il faisait avant. Sachant que les conférences c'était 26 € la place. En gros, à chaque fois, c'était 100 ou 200 personnes sur un mois complet. Donc, je pense qu'une fois qu'il avait payé la location de la salle et tout le truc, voilà, je pense qu'effectivement, il a dû gagner pas mal d'argent, surtout pour projeter des vidéos qu'on trouve gratuitement sur YouTube. Ah oui, ça je l'ignorais par exemple. Ouais. En fait, ce que tu voyais en conférence, c'est les mêmes vidéos que tu vois depuis 20 ans, en fait. C'est les mêmes trucs. D'accord. C'est les mêmes trucs. Et alors, moi, je voulais aller le voir. Ma femme m'a dit, tu vas pas claquer 26 € pour ce gars-là. Bon, d'accord. Mais en fait, j'aurais aimé y aller juste pour poser des questions, voir comment ça se passait. Après, on a eu des retours où les gens disaient, bah ouais, 26 €, on lui pose des questions un peu qui sortent un peu des sentiers battus, le gars est complètement perdu. Donc c'est tout le temps moi je. Donc ouais, donc pour en revenir, ouais, on va certainement mettre le collectif en sommeil vers décembre, histoire de passer à autre chose. Et s'il y a un sujet qui nous botte, il y en a pas mal quand même, mais alors, est-ce que vous verriez devenir d'officiel, si j'ose dire, lanceur d'alerte? Je rebondis sur ce que tu m'as dit, Mamago. Allez-vous nous révéler d'autres personnes qui nous trompent depuis longtemps? Est-ce que c'est devenu votre cheval de bataille? Non, honnêtement, non. Lui, on s'est concentré sur Baudouin, justement, comme je te disais au début, parce que tout le monde l'a lu. Il était invité sur les plateaux, tout le monde le voyait comme un expert. Nous, ce qu'on a trouvé dégueulasse, en plus du plagiat, mais comme je te disais, c'est pareil, le plagiat, c'est le pire truc que tu peux faire en littérature, mais bon, les gens, apparemment, certains n'ont pas l'air de le comprendre. Donc ça, c'est autre chose. Donc on s'est dit, bon, le plagiat, nous, on n'y peut rien sur ce coup-là, il fait ce qu'il veut. Si les gens s'aperçoivent, si d'autres auteurs s'aperçoivent qu'ils ont été plagiés, on va dire, c'est peut-être à eux de gérer. Nous, voilà, on s'est mis sur lui parce qu'on trouvait dégueulasse ce qu'il faisait par rapport à la mémoire des victimes, pas qui jubilaient, mais bon, des détails morbides. On a eu des témoignages de gens qui étaient proches de lui et qui le sont toujours d'ailleurs. D'ailleurs, il prend ça pour des potes, mais en fait, voilà, c'est pas des potes, on va dire, qui nous ont donné pas mal d'infos qu'on a pu vérifier et qui sont vraies.
voilà, non, le gars est juste nocif, quoi. C'est quelqu'un qui est nocif. C'est pas la petite personne souriante qu'on voit et voilà, dès que tu le mets en difficulté, voilà, c'est quelqu'un qui supporte pas d'être mis en difficulté ou d'être montré pour ce qu'il est. Donc, Alors, voilà. au niveau des rouages de la psychologie, j'ai vu que vous avez mis sur votre site, vous parlez de l'effet stressant. Ouais. Alors, en lien avec la censure, Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? alors l'effet Streisand, même, alors moi je l'ai découvert, c'est pareil, je remercie Eternos, c'est grâce à eux que j'ai découvert ça. Hein. Moi quand les vidéos ont sauté, j'étais en train de bouillir derrière mon PC et la pote qui est avec nous, qui gère les réseaux sociaux, nous a dit, vous inquiétez pas les gars, l'effet Streisand, il y a juste à attendre 2-3 jours, ça va le faire. Donc Google est ton ami, l'effet Streisand. Et en fait, ça vient de la chanteuse Barbara Streisand qui avait acheté une propriété, je sais plus dans quelle ville des États-Unis, à côté de la mer, je crois. Des journalistes sont passés en hélicoptère et ont photographié la maison. Ouais. Ils ont mis ça en ligne, donc ça a dû faire 300-400 vues. Elle a tapé un scandale pour que ça soit enlevé. Et une semaine après, il y avait des milliers et des milliers de vues, quoi. Donc c'est ça l'effet Streisand. En fait, c'est le fait de censurer quelque chose. À partir du moment où c'est que tu le censures, bah, les gens forcément veulent le voir. Et alors, avec ce qu'on a découvert, comment on fait pour pas tomber dans le complot? Qu'est-ce qu'on fait pour être capable, enfin en tout cas de votre expérience, de distinguer le bon grain de livret? En fait, quels conseils vous pourriez donner aux internautes ou aux lecteurs d'ailleurs pour accroître leur vigilance envers les informations Alors, qu'on reçoit? l'avantage qu'il y a, c'est que maintenant tout le monde est équipé d'Internet. Tout le monde a Internet ou au moins un téléphone cellulaire, quoi qu'il arrive. La fumée te dérange pas? Non, c'est bon. Et donc tout le monde a un téléphone cellulaire, a le net. Donc il suffit dès qu'il y a un doute, il y a assez de sources sur le net pour pouvoir trouver ce qu'on veut. Et justement, si on ne trouve pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il n'y a pas besoin d'être un frappadingue du net pour trouver ce qu'on recherche. Google, je dis Google, mais ça peut être un autre moteur de recherche. Ça trouve absolument tout ce qu'on veut. De temps en temps, il faut peut-être un peu chercher, mais non. Dès qu'il y a quelque chose, un doute ou quoi, faut pas hésiter. Faut chercher. Toujours se méfier aussi de ce qu'on admire, parce qu'en général, on perd son esprit critique Ouais. quand on est trop dans l'affect, la charge émotionnelle, ce que manifestement aussi Monsieur Bourgoin a eu des facilités à faire, hein, nous inclure comme ça dans une espèce de complicité, de commisération, de pitié vis-à-vis de ce qui lui était arrivé. Finalement, ça a appuyé aussi sur notre envie de le croire, quoi. Bah oui. Alors, de ton côté, est-ce que tu voudrais ajouter des choses dont on n'a pas du tout parlé? De tête, non, ça me revient pas. J'ai pas. Le problème, c'est que ça va faire 2 ans qu'on est dessus. Je sais même pas de quoi on n'aurait pas pu parler. Mais non, honnêtement, je vois pas. Est-ce que vous tirez à titre personnel aussi des leçons de votre parcours? Honnêtement, non. En fait, on a fait notre truc. Ce qui est bien, c'est que de 7 personnes qui se connaissaient pas, on est vraiment devenus vraiment des potes en fait. Donc, alors des fois, on a tendance à rigoler parce que on est sur notre Messenger, on parle de tout et de rien, surtout de rien. Et la dernière fois, on disait, ouais, c'est marrant parce que ça se trouve, les gens de dehors, ils doivent nous voir comme des gens sérieux et tout, alors surtout qu'en fait, on l'est absolument pas. On l'est absolument pas. Vous faites des soirées pyjama en racontant des conneries, quoi. Ouais, non, mais je dis pas le contraire. Hein. On raconte notre vie, il nous arrive des trucs marrants. Vous êtes des vrais gens. Vous êtes des vrais gens. Voilà, c'est déjà très rassurant. On n'est pas comme il avait dit Bourgoin, on n'est pas des repris de justice. On n'est pas des femmes à qui il a mis des vents. On n'est pas des fans. Voilà.
Il nous a catalogué. Aussi, on était soi-disant des personnes avec des casiers judiciaires. Bon, bah, c'est cool. Donc, tu vois que les leçons de profilage au FBI, ça lui a pas franchement servi. Donc, Retourne à Quantico. voilà, mais bon. Mais voilà, non, en fait, on est des gens normaux. On se prend pas, on se prend pas de tête. Et je pense, je voulais te la poser tout à l'heure la question, j'ai un petit peu zappé. Comment vous expliquez que des journalistes voilà, de journaux qui ont pignon sur rue jamais n'aient senti ou révélé le poteau rose? Parce que c'est un Ça, bon c'est un petit peu client. leur métier. Mais c'est un bon client. C'est ça. Comme on disait, le gars parle. Il sait employer les bons mots. On te parle de tueur en série. Parce que quoi qu'on en dise, tu parles de tueur en série, que les gens soient choqués ou pas, c'est un sujet qui intéresse. Tu trouveras jamais personne qui va te dire non, non, ça m'intéresse pas. Les gens sont attirés par ce genre de truc. Il n'y a pas de fascination morbide, mais les gens sont attirés. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc, il sait placer ses mots. Il écrit des livres ou il les copie, c'est façon de voir, mais voilà, il sait comment capturer l'attention. Et si tu regardes quand il avait été reçu sur le plateau de BFM en novembre 2019, qui s'est retrouvé en face de quelqu'un qui avait du répondant. Je sais pas si tu as vu la. C'était comme dans Herman. Mindhunter. Non, non, non. Ouais, Ça, c'est, non, rien à voir. Ouais, ouais. Alors, en fait, il était invité sur le truc, sur l'affaire Estelle Mouzin et de Fourniret. Donc, il était sur le plateau de BFM TV. Il a commencé à exposer tout son savoir. Manque de peau en duplex. Il y avait Corinne Herman, qui est, je sais pas si tu vois qui c'est, avocate, spécialiste des cold cases, qui justement est avocate de la famille, enfin des familles de victimes de Fourniret. Ah, en 2 secondes, elle l'a tué, quoi. Elle l'a tué en deux secondes, en 2 mots. En gros, elle lui a dit, mais en fait, vous dites n'importe quoi. Et là, oui, non, mais voilà. Le premier truc qu'elle a dit, c'était même pas un mot. Elle a regardé la caméra, elle a soufflé. Du style, mais qu'est-ce qu'il dit? Oui. Je t'enverrai le lien. Tu verras, c'est assez sympa. Voilà, elle a regardé la vidéo, la caméra, et elle a soufflé. Et tu voyais la caméra qui était sur Stéphane Bauvain, qui était en train de se décomposer, quoi. Moi, de mon côté, j'étais mort de rire, et je dis, bah ouais, mon gars, voilà, t'as amené ta science, tu tombes sur quelqu'un qui est vachement professionnel. Voilà, et même Maître Herman a dit, c'est quelqu'un dans le milieu qui est nocif. Dans l'Est républicain, ça a été dit, c'est quelqu'un qui est nocif. Les victimes, en lui, on parle par exemple, de l'association Victimes en série. Je sais pas si tu as entendu parler. Voilà. Comment ça s'appelle? C'est une des victimes, justement, Daïna Le Guénon. Qui était une jeune femme à l'époque. Donc c'est grâce à elle d'ailleurs que le livre, la BD sur Fourniret a été retiré de la vente. Mais voilà, tu prends Victime en série. Déjà, il s'est présenté comme étant un fondateur de l'association, ce qui n'était pas vrai. Waouh. Voilà. Oui. Il a, alors tout est tellement imbriqué, intriqué que voilà. Donc après, on s'y retrouve pas du tout, quoi. Il a essayé, il a fait copain-copine avec des victimes de viol de Fourniret. Il a réussi à avoir accès à leur dossier et à les reproduire dans ses livres sans que les gens soient au courant. Et nous, après, on a des gens qui nous disent « Ouais, mais il a juste menti, il a un peu menti sur sa vie. » Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le plagiat. Il y a beaucoup d'autres personnes, des gens chair et en os, quoi. Voilà, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le plagiat, il n'y a pas que sa vie qu'il a inventé. Il y a tout plein d'autres trucs que les gens ne s'imaginent pas. Après, on va pas non plus rentrer dans les détails, mais rien que ce truc-là, avec d'associations de victimes, prendre les gens pour des imbéciles, c'est normalement constitué, ça tu le fais pas. Et il y a tout plein d'autres trucs comme ça, quoi. Oui, et puis ça, très concrètement, ça fait du mal et encore plus à des gens qui ont déjà beaucoup trinqué, quoi. Voilà. Après, tu regardes sur YouTube. Une fois, j'étais tombé sur la vidéo d'une personne qui avait dit ce qu'elle pensait parce qu'elle avait eu affaire à lui. La vidéo durait presque 10 minutes et on voyait vraiment que la personne était dégoûtée, elle était limite en pleurs parce qu'elle disait qu'elle s'était confiée à lui, qu'elle avait confiance et qu'au final, elle s'était fait avoir, quoi. Donc voilà. Le réveil. Il me reste encore 10 minutes. Eh ben super.
Oui, alors moi j'avais vu une vidéo justement dans laquelle la jeune femme dont tu as parlé tout à l'heure par rapport à l'affaire Fourniret Ouais. répondait, je crois que c'est ça, hein, répondait Oui, à, c'était très Stéphane poignant Bourgoin. là pour le coup, c'était vraiment extrêmement touchant et ben, j'espère qu'elle pourra continuer à se reconstruire malgré ce genre d'intervention intempestive dans sa vie qui déjà a manifestement été particulièrement douloureuse. Ouais, ouais. Euh, quoi d'autre nos internautes. Alors, il y a quelqu'un qui nous parle de Dailymotion. Alors, je suis ravie de constater que ça existe encore. Ouais, ça existe encore, ouais. C'est très bien. Euh, bon, s'il y a d'autres personnes qui veulent interagir, c'est avec plaisir. Moi, à la limite, dernière chose dont je voulais, pour laquelle je voulais te poser la question, c'est complètement annexe, mais tu nous as parlé tout à l'heure de Paul Harrison. Mm. J'ignorais son existence. C'est Ouais. un monsieur qui a eu des actes similaires à notre Bourgoin national. Qui a écrit des bouquins, qui a dit qu'il avait rencontré X tonnes de tueurs en série, dont Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Peter Sutcliffe en Angleterre, Ah, oui, les, l'étrangleur. les vampires du Yorkshire. Ah oui, Voilà. voilà, oui, il y a une série Netflix Il s'est récemment. vanté dans la presse d'avoir interviewé et d'avoir correspondu avec Peter Sutcliffe, sauf que Peter Sutcliffe, bah, il est encore vivant. Il a envoyé une Et lettre il aux est, médias. Il était encore vivant à l'époque et il a envoyé une lettre aux médias en disant mais Paul Harrison, je le connais pas, j'ai jamais correspondu avec lui, je l'ai jamais rencontré. Donc les médias, les tabloïds anglais, c'est pas la même qualité que les tabloïds français. Ils ont plus de poids, donc ils ont mené leur petite enquête. Et Paul Harrison a fait des excuses publiques et a dit bah, je me retire hum, du monde hum, médiatique. Il est plus édité, il a fermé hum. tous ces réseaux. Et voilà. Et ce qui était rigolo, on en a eu un aussi avant Stéphane Bourgoin, c'était Monté, je sais plus son prénom d'ailleurs, qui proposait des diplômes de, de criminologie, enfin des trucs hum. à la noix, qui s'est fait là, qui est en prison il a menti. Et c'était marrant de voir que sur la page de Facebook de Stéphane Bourgoin, il se moquait de Monté en disant ah bah, les menteurs dans ce milieu-là, c'est une honte. Et voilà. Et nous, on s'est dit, bah, mon gars, dans pas longtemps, Hum. si tu savais ce qui t'attend, quoi. Et voilà. Donc, Et Emeline nous avait donc posé une question tout à l'heure. Je suis désolée, Emeline, je l'avais notée et puis je n'ai pas pensé à la poser. Question très intéressante. John Douglas ne devait pas porter plainte ou quelque chose d'autre. Parce que c'est vrai qu'on se dit, il devrait avoir, alors, avec ce qu'on sait, alors, 5 procès aux fesses, quoi. alors, pour tout ce qui est truc enfin, question comme ça, poursuite, justice et tout, on peut rien dire. On peut rien dire. On peut rien dire. Ok. Voilà. Voilà. Après, la logique voudrait que oui, il porte plainte, mais voilà, est-ce que c'est recevable en France? Est-ce que je pense que c'est compliqué puisque les lois américaines c'est pas les mêmes que les lois françaises. Mm, Après, Bourgoin s'est fait passer souvent pour un ancien agent du FBI. Donc je sais que là-bas aux États-Unis, le fait de se faire passer pour un agent alors que c'est pas le cas, c'est passible d'une grosse amende et de prison. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il se retrouve mm, en prison aussi. Je sais pas. Au niveau poursuite, je sais pas mm. du côté américain, je sais pas s'il y a des choses qui sont en cours. Puis même honnêtement, s'il y a des trucs qui étaient en cours et si Mm. on était au courant, Bon, on n'en parlerait pas, histoire de voilà, qu'il n'y ait pas de court-circuitage avec la justice, ce genre de trucs. bien Quoi. sûr. Mais c'est Voilà. vrai que, tu vois, tu m'as fait réaliser que, en fait, avant, il n'y avait pas de porosité entre les différentes langues, les différents pays. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, j'y pense, mais le serpent, là, Charles Sobrage, le Oui, Français qui avait commis des atrocités en Asie du Sud-Est, c'est bien d'ailleurs comme ça qu'il a échappé longtemps oui, bah oui, Évidemment, oui. je ne compare pas Stéphane Bourgoin à un Oui. tueur en Charles série, hein, Sauvage, faut pas me ouais. faire dire ce que. Mais c'est vrai. Maintenant, on a accès notamment à des articles, à des ouvrages. Bon, on parlait pas tous anglais, je pense, il y a encore une Non, génération ou deux. non, c'est clair. Et, euh, et moi, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai constaté quand j'ai fait mes recherches préliminaires pour raconter l'histoire de l'hôtel Cecil de Los Angeles, c'est que j'ai constaté avec stupeur que de très nombreux articles de journaux
qui pourtant sont des journaux considérés comme sérieux, se repompaient les uns les autres sur des articles qu'ils n'avaient pas écrits. Et parfois, c'était au mot près, faute comprise. Oui, on a vu, même nous, on a des articles dans les journaux anglophones ou sur des sites style CNN, The Guardian, non, pas The Guardian, mais CNN et d'autres trucs en anglais. C'est au mot près. C'est les mêmes articles. Après, on n'a pas jeté tous les articles, puisque je crois qu'à travers le monde, on en a plus dans la semaine où c'est devenu public, on a eu plus de 500 journaux différents. On a eu les plus gros journaux d'Espagne. On a eu pas mal de trucs. Après, il y a pas mal d'articles qu'on ne peut pas lire puisqu'on ne parle pas la langue, style l'espagnol, le russe. On a eu même des articles en Indonésie. Tu vois. Eh ben, il faut s'y mettre. Bah oui. Bah oui. C'est ça la notoriété internationale. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, bah non, en fait. Enfin, c'est pas franchement le truc qui nous botte. Comme je t'avais dit, même par WhatsApp, on a eu pas mal de personnes qui nous ont contactés pour faire des documentaires télévisés ou quoi, mais c'est pas notre truc, en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est notre truc, être peinard, faire ce qu'on a fait, pouvoir rigoler entre potes et les trucs qui apportent de la notoriété ou quoi. C'est pour ça que je garde le visage caché, parce que j'ai pas envie d'être embêté en bien ou en mal. Voilà. C'est pas notre truc. On préfère rester dans notre coin. Le travail, ce qu'on a fait, passe avant nous. Et nous, voilà. Ce qu'on veut qu'on retienne, c'est limite le logo de notre groupe et le boulot qu'on a fait. Après, pour parler un peu crûment, les 7 bubus qui sont derrière, c'est juste accessoire, en fait. Voilà, on a fait notre truc, retenez notre boulot et les noms, les pseudos ou quoi, laissez tomber, c'est pas ce qui est le plus important. Si notre boulot a permis aux gens de prendre plus de recul par rapport à ce qu'ils lisent, ou on se dira on a au moins réussi un truc. Et le fait, ce qu'on a fait, ça a permis aussi aux gens de voir que les médias, certains médias, n'étaient pas forcément ce qu'il y a de plus sérieux. Après, on ne dit pas qu'il faut tout remettre en cause, mais au moins voilà, ça a permis à certaines personnes de dire effectivement, les médias sont pas très très honnêtes. Et voilà quoi. Retenez juste le boulot, le logo et voilà, si vous pouvez. Et l'apéro avec Niki Pistorius. Ça, on espère que ça devrait se faire. Je crois qu'elle doit venir sur Paris. Elle veut à tout prix venir sur Paris. Donc, on va essayer de tous se retrouver, parce qu'à savoir, comme je t'avais dit une fois sur WhatsApp, on est peut-être 7. Mais moi, par exemple, pour ma part, sur les 7, j'ai parlé en tout et pour tout à 2 autres membres, en vrai. Voilà. On n'a jamais eu incroyable. On n'a jamais eu de discussion, pour te dire à quel point pas qu'on tient à l'anonymat, mais sur les 7, il y en a juste une qui connaît vraiment nos noms de famille et nos vrais prénoms. Sinon, les autres. Il faut bien que quelqu'un à un moment puisse aussi faire le lien, parce que pourquoi faire confiance et voilà. Comment être sûr aussi, mais en fait, on connaît. Moi, je connais pas le nom de famille des 6 autres. Enfin, si j'en connais 2. Voilà, mais voilà, les 5 autres, non, on connaît pas nos noms de famille, on connaît nos vrais prénoms. Voilà, mais c'est pas quelque chose qu'on a cherché à préserver, c'est que ça se fait comme ça. Et voilà. Donc. Voilà. Et c'est une très belle mentalité qui n'est pas très fréquente de nos jours, et du coup, ça surprend en fait au premier abord. On est plus habitué. Non, ça surprend. Comme on dit, on est des gens normaux, donc on pensait pas. Nous, au début, ce truc-là, ça devait rester juste sur Facebook. Ça devait rester sur les réseaux sociaux. Ça devait pas exploser comme ça a explosé. Et on se l'est pris dans la face. Et les premiers temps où ça a explosé, on s'est retrouvé limite complètement démunis, parce qu'on savait pas comment gérer la chose. Les gens pensent qu'on s'est fait de l'argent là-dessus, mais à savoir que toutes les interviews qu'on a données, tous les documents qu'on a fournis, toutes les collaborations qu'on a pu avoir avec des médias, jamais on a fait payer quelque chose ou on s'est fait payer. Jamais. Il y a
un des membres du collectif qui nous disait qu'il y avait un journal belge qui voulait nous interviewer, mais qu'ils n'ont pas voulu parce qu'ils pensaient qu'on allait leur demander presque 1 000 euros. En fait, non, on n'a jamais demandé d'argent. Il y a des gens qui nous ont demandé s'ils pouvaient utiliser le dossier presse qu'on avait envoyé aux médias. Oui, allez-y, faites. On n'a jamais rien touché. Et même moi, à titre personnel, avec toutes les lettres que j'ai dû envoyer à droite, à gauche, de ma poche, bon, c'est pas énorme, hein, c'est pas une grosse somme, mais je dois être facile à 300, 400 euros, tu vois. Et on n'a jamais touché d'argent. Et on s'était dit, on ne veut pas toucher d'argent. Et le jour où, effectivement, il y aura un projet qui nous intéressera et qui aura de l'argent en jeu, l'argent, il ne sera pas pour nous. On s'est dit, on le donnera à une association de victimes. Voilà, on sait déjà ce qu'on va en faire, nous. Parce que si on est parti du principe que si on touchait de l'argent pour ce que nous, on a fait, ça serait exactement la même chose que ce que Bourgoin fait. Toucher de l'argent avec le malheur des autres. Et c'est carrément pas notre truc. Donc voilà. Et c'est pour ça, en partie, qu'on a souvent refusé des documentaires TV qu'on nous proposait, parce qu'on savait qu'il allait avoir de l'argent. On s'était dit, non, de l'argent, on n'en veut pas. On n'a pas envie de montrer nos têtes. Comme je te dis, par contre, le jour où il y aura vraiment un projet qui tiendra la route, si tant est qu'il y ait de l'argent, et encore, quand on parle d'argent entre nous, on est mort de rire, on dit, mais ça, voilà, on veut absolument rien. Si quelqu'un insiste vraiment pour nous donner de l'argent, l'argent, on demandera un RIB à une association de victimes, et filer l'argent directement aux victimes, parce qu'il y a des causes qui nous touchent, les enfants, les trucs comme ça. Donc ça, c'est clair, même si ça sera pas une grande somme, faut pas croire que je pense pas que ça va toucher des milliers, des cents, mais voilà, s'il y a de l'argent, ça ira à une association, et ça, on le trouvera même sur notre page, même s'il faut mettre une copie du virement qu'on aura fait ou quoi, mais voilà, on a toujours été honnête avec les gens qui nous suivaient. On restera honnête, on veut avoir rien à se reprocher. Voilà, que nous, on puisse se regarder dans un miroir en disant, voilà, on a fait notre truc, ça a servi à des gens qui en avaient besoin, et voilà, si on a servi au moins un minimum à ça, voilà, on est content et on n'aura pas perdu un an de temps libre pour rien. Voilà, c'est beau, hein. Eh ben, écoute, je te dirais que j'étais très heureuse de faire ce live. Et avant le live, et maintenant, non seulement j'en suis heureuse, mais je suis d'autant plus admirative en fait de ce que vous avez fait. Et je suis vraiment vraiment contente qu'on ait pu échanger comme ça, d'avoir fait notamment ta rencontre, et à travers toi aussi un petit bout de Quatrième Œil Corporation. En tout cas, les abonnés, les internautes ont été super actifs, ça fait vraiment plaisir, et ça me montre aussi à quel point ça peut intéresser des gens. Où pouvons-nous retrouver cette vidéo ou en format audio? Alors, ce que j'attends, c'est une fois que ça sera fini, comme je t'ai demandé la dernière fois, tu m'envoies un lien où on peut récupérer la vidéo, parce que moi, je te dis, rien connaître du tout. Ah oui, alors ça, je peux en témoigner. Je t'ai fait découvrir un petit peu les arcanes d'Instagram. C'était pas gagné. Alors, je te rassure, tu prends les autres, quand tu parles d'Insta, c'est Instagram, j'y comprends rien, quoi. Donc j'essaye tant bien que mal à gérer Instagram, mais des fois je fais des posts où les images sont complètement foireuses, donc je comprends pas comment il faut redimensionner. Je suis plus à l'aise sur Facebook, mais bon, Insta, voilà, il faut y passer. Mais ouais, donc en fait la vidéo, une fois que tu m'auras envoyé le lien, si on peut l'extraire, ça sera le boulot de notre webmaster. Il l'extrait. Je pense qu'on reprendra la photo qu'on avait fait donc avec toi et notre... Ah, ça me va très bien. Ça me va très bien, c'est la photo officielle. Voilà, donc on fera ça. Je pense que le webmaster fera un petit générique avec les présentations et tout, et on va rendre ça plus pro que ce qu'on faisait à l'époque, parce que maintenant notre webmaster c'est quelqu'un qui fait du montage vidéo et qui gère plutôt bien. Et on mettra ça sur YouTube avec les liens vers Amazon où les gens peuvent commander tes livres, le lien vers Insta, et ça sera aussi sur notre site. Alors maintenant, je sais pas quand, parce que ce matin j'ai reçu un message de mon webmaster qui me disait j'ai perdu tous mes identifiants Facebook, il va falloir que je refasse un compte et tout, donc voilà, donc je l'ai eu sur je sais plus
qu'elle Oui, a mais pris. Oui. d'ailleurs, il faut pas s'emballer, hein, parce que là, le live n'est pas encore enregistré. Hein. Je peux aussi Ouais, très bien ouais, oui. faire une fausse manip Bon, et bah, on écoute, perd tout. On non, perd mais, tout. voilà, non, mais le truc, c'est que voilà, c'est prévu, on fait comme nous, on fait d'habitude, dès qu'on a une vidéo, on met des sources, on met tout. Donc, il y aura tout qui sera fait, donc sur YouTube, sur le site, et forcément, un lien sur notre page Facebook pour ceux qui Je veulent suis regarder. d'accord avec Art de mourir. Hein, on pourrait avoir comme dans Mindhunter, comme dans Ah, Mindhunter, alors, comme dans Manhunter, bon, petit générique. bah, la personne qui l'a dit, c'est une très bonne amie, en fait. On est devenu. Mais alors pour le coup, c'est pas du tout une moquerie vis-à-vis d'elle, hein, mais plutôt c'était Là, tellement bien vu, mais en tellement fait, bien vu, c'est non, mais mythique en quoi, fait, voilà. c'est Pour, mythique, pour la c'est petite mythique. histoire, parce que beaucoup de gens pensent que elle a dit comme la Manhunter de manière sérieuse. En gros, en parlant, jusqu'au jour où elle était en plateau avec lui, elle croyait à ce qu'il disait, en fait. Voilà, c'était un auteur. Mm. Et quand il a Et c'est commencé à parler, pendant, oui, c'est pendant qu'elle a eu la révélation, en fait. waouh, incroyable. C'est pendant qu'elle a eu la révélation. Et on en parlait, parce que moi, ça m'a fait rire. Et d'ailleurs, on l'a contacté après ce, ce passage en plateau. Mm. Et bon, on lui a demandé. Alors, à savoir, pour la petite histoire, quand j'étais adolescent, c'était quelqu'un que je regardais tous les jours sur M6 à minuit le dimanche, qui présentait une émission musicale. Donc voilà, Sur c'était quelqu'un. M6 à minuit, t'es sûr que c'était Quand- une émission musicale Oui, oui, à le minuit, je devais dimanche avoir. à minuit sur Hein. M6? Ah Bah, ouais. ça date d'il y a une trentaine d'années. Je Hein. confonds. Non mais je confonds avec le samedi soir, pardon. Autant pour moi. C'était il y a une trentaine d'années. Et voilà, donc elle a eu en fait la révélation euh, sur le plateau. Et le Comme dans Mindhunter, en fait, est sorti Mm. voilà, comme une boutade. Mm. Et le fait qu'il ait pris ça au sérieux, Mais ouais, et donc c'est ça ça qui lui a est. confirmé. Ouais. Voilà, donc le Comme dans Mindhunter, la dernière fois, je lui ai dit, bah, tu Mm. sais quoi, ça fait un truc qui est devenu culte. Elle m'a dit, ah, bah, je Ah mais savais oui. pas, Ah ouais, voilà. ouais, ouais. Donc Mm. elle trouve ça marrant aussi, mais voilà. Donc on lui demande si elle veut bien enregistrer, nous redonner sa douce voix pour enregistrer une partie du générique. Nous en tout cas on sera ravis. Je lui demanderai, là, tout à l'heure, je vais lui envoyer un petit message en lui demandant si elle veut pas nous faire un petit Comme dans Mindhunter, quoi. Je pense qu'elle sera d'accord. Parce Ça qu'elle peut sera être d'accord. sympa. Vu qu'elle aime bien rigoler et tout, c'est quelqu'un qui est vachement sympa. Donc, voilà. Chouette. Bon Voilà. bah écoute, si toi t'as rien à rajouter, on va peut-être s'arrêter là. Il est 16 heures. Bah écoute, Euh, ouais, il est 22h. oui voilà pardon. Tu vois quand je Voilà. te dis que vous êtes à l'international, on a Bah oui, 8000 kilomètres qui nous séparent. voilà. Bah moi, non, j'ai rien à dire, à part souhaiter bonne soirée à tout le monde, une bonne soirée à Stéphane Bourgoin, parce que je suis sûr qu'il nous a regardé. C'est sympa d'être intervenu, Monsieur Bourgoin, c'est cool. On en entendait pas moins de vous. Donc, voilà, c'est vraiment le truc qui me déçoit en fait. Voilà, j'aurais espéré, je sais pas, un petit regain de fierté ou de. Enfin, bref, voilà, on va pas changer la Eh bien personne. on va pas se décourager. Ça sera peut-être pour la prochaine. Bah, j'espère qu'il te répondra, parce que je sais que tu l'as relancé plusieurs fois sur Instagram et par mail perso et tout. Mais bon, voilà. Bon, je suis quasi sûr qu'il regarde. Même les autres de quatrième A, ils m'ont dit, ah, bah, c'est cool, ce soir, il va te regarder. Donc, Voilà. c'est bête qu'il soit pas intervenu. Eh ben écoute, si on lui a occupé son samedi soir, c'est déjà pas mal. Bon. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Bon bah je souhaite une bonne soirée à tout le monde. Ouais, bonne soirée. Dormez bien, faites de beaux rêves et puis bah à bientôt. Allez, salut, en plus. Bye bye. Comment on coupe, au fait? Je vais te virer, hein, t'inquiète pas. Ok, merci.